Je décroche jamais un numéro que je connais pas. Bah ouais. Ouais, moi non plus. Ouais, moi plus. Non, mais on est des Sauf du téléphone, quoi. Si c'est un 03 20 quelque chose, ça peut être l'école, et là je me dis bon allez, je décroche. Ça peut aussi être un huissier et moi. Hein. Ah, s'il me dit bonjour, c'est monsieur Lucie machin, je décroche. Je suis pas con non plus. Bocal. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Papote, le podcast de Bocal dans lequel je reçois deux Rémois ou Rémoises liés par un point commun qui sert de fil rouge à l'émission pour ce qui tient plus d'une discussion entre copains que d'un interview. Et les deux invités du jour sont Pauline Perrade, bonjour. Bonjour. Et Jean-David Morvan, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Pas mal. Pas mal, bien. Qui dit mieux? Bronchite. Bon, Le reste, ça va. oui, ça peut aller mieux du coup. Pauline, tu es autrice de théâtre, dramaturge, écrivaine. Tu as reçu plusieurs distinctions, dont récemment le prix Goncourt du premier roman pour L'âge de détruire. Et Jean-David, pour ta part, tu es scénariste de bande dessinée. L'un des plus prolifiques de sa génération, ça encore, c'est ta page Wikipédia qui le dit. Ouais, j'adore cet adjectif. Ouais, mais tous ceux qui lisent de la BD le savent. Et tu as également reçu plusieurs prix pour ton art, dont le prix René Goscinny pour Madeleine Résistante, c'est ça? Et oui, c'est ça. Exactement, un prix qui était bien sympathique à recevoir. J'avoue. Et bravo. Ah, merci. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? C'est déjà pas mal. Bah, on peut nous rajouter des prix, mais ça sera pas ce soir. Mais ce sont déjà les plus prestigieux que vous avez eus. Ah, on va dire ça. Il manque quoi, un fauve Ah non, ça j'en ai eu aussi. Ah, Jeunesse. tant pour moi. Excusez-moi, monsieur. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, cet épisode sera placé sous le signe de la littérature. Alors, pour m'épauler, exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai demandé l'aide d'un second cerveau. Et quel cerveau? Celui-là même qui est relié à la voix que vous avez pu entendre présenter l'épisode du mois de mars. L'éditrice, autrice, libraire et j'en passe, Agathe Seb. Comment ça va? Ça va très bien, merci de me saucer comme ça dès le début de l'émission. J'ai dit tout ce que tu faisais à peu près. J'ai rien oublié? Si. Rien du tout, non. Bon, bah voilà, c'est déjà ça. Un beau CV. Un prix Goncourt, pas encore? Oh, si Tu travailles. seulement, ouais, j'y travaille. Ça viendra. Tout le monde ne peut pas l'avoir dès son premier roman. Non, tout le monde peut pas. Je suis très admiratrice de Pauline. JD, tu écris depuis très longtemps. Le premier prix, tu l'as eu après combien d'années d'écriture? Ah, j'ai eu un prix à Saint-Malo assez rapidement du meilleur jeune scénariste espoir Bon, bah désolé, Agathe. en 94, je crois. Mais il y en a qui l'ont après des années Ah ouais, ça arrive. de carrière. Ouais. Donc merci, Agathe, d'avoir répondu à mon invitation également. Tu seras aujourd'hui ma caution littéraire pour cette émission et je compte sur toi. Avec très grand plaisir. Première question, déjà pour commencer. Pauline, JD, est-ce que vous vous connaissez? Non. Non. Pas du tout. On s'est même pas croisé, je crois. Non, jamais. Bah, faut dire que je sors jamais dans ça, quasi. Je sors pas beaucoup non plus. Bon, alors, une logique à tout ça. En général, pour ma part, je lis assez peu. C'est pour ça que j'ai fait appel à Agathe, hormis des BD, parce que j'ai une capacité d'attention très limitée. Et l'image, je trouve, me permet de me raccrocher à l'histoire et de ne pas perdre le fil. Mais L'âge de détruire se lit si facilement que je n'ai pas eu le temps d'être distrait. C'est très beau, mais c'est surtout très simple. Et je dis bien simple, mais pas simpliste. Simple dans le sens noble du terme. Pour moi, c'est même un compliment simple. Et je conseille ce roman à tous ceux qui lisent peu. C'est une très bonne entrée en matière dans la littérature. Chaque page lue me donnait l'appétit de lire la suivante. Je n'ai eu d'impression de satiété à aucun moment en lisant L'âge de détruire. JD, tu as une approche également très littéraire de la BD. Tu peux boire en même temps, il n'y a aucun souci. C'est ce que je vais faire. Et c'est aussi... De toute façon, la question est longue, donc tu peux boire même plusieurs gorgées, t'inquiète pas. C'est aussi... donc, c'est pour ça que je voulais vous faire vous rencontrer. Tu fais partie des auteurs au même titre que Larsenet, Hubert ou même Zepp sur certaines œuvres, vraiment pour ne citer que les plus connus. Ouais, je suis plus jeune quand même. Oui, mais dans C'est une blague. dans les auteurs assez littéraires, alors même si Zepp n'a pas fait que des œuvres très littéraires, mais les auteurs qui permettent de redorer l'image de la BD et de l'amener au rang d'œuvres littéraires sans non plus faire le procès des œuvres qui le sont moins littéraires. Non, puis c'est pas mon but en plus, mais bon, c'est gentil. Et puis tu fais de tout. J'essaye pas de m'ennuyer en fait. Voilà. Ouais. Donc vous avez ça en commun, d'écrire des choses très différentes. Toi, Pauline, pour le théâtre, puis roman. Toi, JD, tu as écrit de la science-fiction, des récits historiques. Comment on passe d'un style à un autre, un genre à un autre? Est-ce que c'est justement si différent à écrire? Moi, c'est pas très différent parce que c'est de la bande dessinée. Donc finalement, c'est toujours à peu près le même genre. Même si le genre à l'intérieur est différent, même si c'est parfois du drame, de l'histoire, de la science-fiction ou une BD érotique, tout ça est quand même rythmé à peu près de la même manière. Donc j'essaye de faire des BD différentes à chaque fois. Je dirais que chaque album est un challenge. Il faut, justement, pour pas s'ennuyer, il faut faire toujours des choses différentes. Mais je m'appuie toujours sur le soutien de l'image et sur ma connaissance de la bande dessinée que je lis depuis très longtemps. Et pour essayer à la fois d'être dans le média et de faire avancer le média, si je peux, sur la manière
très forte qu'à la bande dessinée de travailler le rapport entre le texte et l'image, et ce qui me semble la grande force de la BD, puisque c'est une des seules choses qui peut le faire avec le cinéma, mais la BD ça coûte moins cher, donc on est plus libre, et sans doute avec le théâtre, et c'est ça qui est intéressant. Mais justement, alors juste avant que tu répondes à Pauline, tu parlais de la BD érotique, tu as aussi écrit des romans, enfin des BD sur des résistants. Quand tu écris une BD historique, tu as des faits, des personnages sur lesquels t'appuyer. Une BD érotique, tu t'appuies sur Autre chose. Ouais. Tu te documentes de la même manière? La seule BD, parce que même porno que j'ai faite, c'est effectivement sur le Japon, et en fait c'était plus une BD sur une catégorie de japonaises qui sont attirées par les étrangers, donc c'était plus ce côté-là que je voulais raconter dans la BD. Gaijin Hunter. Voilà, tout en le mélangeant avec du porno, que j'avais un super dessinateur, donc voilà, mais ça racontait aussi quelque chose. C'est ce que j'essaye de faire dans toutes mes BD, c'est-à-dire de raconter autre chose que juste ce qu'on raconte, voilà, de pas faire que des péripéties, on va le dire comme ça. Et toi, Pauline, comment tu passes d'un genre à un autre? Est-ce que c'est différent d'écrire un roman ou une pièce de théâtre? Ah oui, c'est très différent. Ouais. Pour le coup, c'est très différent. Même si je rejoins complètement ce que tu viens de dire, quand même dans un seul genre, ou dans le genre théâtral, je suis toujours très attentive à ne pas refaire ce que j'ai déjà fait. Enfin, je me méfie beaucoup de cette sensation de confort ou de reconnaissance un peu trop appuyée de quelque chose, même si c'est vrai que moi je reviens quand même souvent sur les mêmes obsessions. Enfin, c'est des récits de femmes en lutte, voilà, et puis des trajets d'émancipation. C'est un petit peu sans arrêt cette obsession-là qui revient, mais j'essaie de la raconter différemment parce que les personnages sont pas les mêmes, les oppressions non plus. Et les formes non plus. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment la sensation d'être passée d'un genre à un autre, parce que le roman, c'est quelque chose qui était très présent pour moi depuis même avant, enfin depuis le tout début du rêve de l'écriture, quoi. J'ai commencé par le théâtre, pas finalement pas si hasardeuse que ça, mais ça m'a surprise, en fait, de commencer par le théâtre, parce que j'en faisais pas, en fait, tout simplement. Mais le théâtre a ça de particulier, que c'est une forme qui est très, très contraignante. On écrit pour des corps, on écrit pour des actrices, on écrit pour une équipe, on écrit pour un moment de représentation, en fait. Donc c'est beaucoup plus contraint que le roman. Et en ça, je crois que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'analyse a posteriori. Moi qui étais plus jeune à me débattre avec des questions de sentiments d'illégitimité, de pas oser... je me disais, qui ça peut bien intéresser d'un seul coup de se mettre à raconter des trucs. J'y arrivais pas du tout à vraiment me mettre tout simplement au travail, de me débarrasser de toutes ces questions que connaissent beaucoup d'écrivains et d'écrivaines, qui encombrent en fait de s'autoriser à explorer une voie singulière. Et le théâtre était tellement contraint que finalement, j'avais plus tellement l'espace de me poser ces questions-là, en fait. D'accord. Donc, ça m'a permis de m'y mettre. Et à côté de ça, voilà, l'âge de détruire, j'ai mis 6 ans en tout à aboutir le livre. Après, c'est un texte que j'ai beaucoup recommencé et tout ça, mais il a accompagné... j'écrivais du théâtre pendant que j'écrivais le roman, quoi. Et pourquoi ça prend autant de temps à écrire à l'âge de détruire? Je pense que je sais, dans les premières versions, je me débattais encore avec cette chose-là. Ouais. En fait, je me sentais vraiment empêchée par... j'étais pas tout à fait vraiment en train d'écrire l'histoire, mais plutôt en train d'essayer de me prouver que j'étais capable de le faire. Et du coup, j'avais trop d'urgence à y arriver pour bien travailler, en fait. Et il a fallu qu'au bout de 4 ans, je me dise, ok, je laisse tomber, c'est pas grave. J'avais recommencé 3 fois. Je me suis dit, voilà, ça fait un peu mal, mais des fois, vaut mieux ne pas s'acharner. Et puis, je crois que l'histoire avait pris trop d'importance pour moi et que elle a fait toc-toc à un moment. Écoute, t'as commencé, faut terminer. Puis je me suis dit à ce moment-là, ce sera peut-être pas un roman, en fait. Je vais aller au bout de cette forme et puis je vais arrêter de m'embêter avec la question du roman. Et c'est comme ça que c'est en abandonnant l'idée de faire un roman que j'ai réussi à en faire un, en fait. Et à cette époque-là, à ce moment-là, tu l'écris pour toi. Il n'y a pas un éditeur qui attend le roman ou... Non, c'est pour ça que tu as la possibilité de prendre ce temps-là aussi, 6 ans. Ouais. Vous avez déjà connu des contraintes justement de délai pour écrire une histoire, faut le rendre à telle date, et du coup ça vous empêche peut-être d'aller au bout de vos idées Moi je dirais quand Manouchian est panthéonisé le 21 février, il faut sortir l'album avant. Il y a les éditions Delcourt qui ont la très bonne idée de sortir un Manouchian en avril, je vois pas trop l'intérêt. Donc on a essayé de le faire, on l'a fait pour le 16, on a mis 7 mois à le faire, oui bien sûr, ça fait partie
Je voulais te demander justement si c'était une volonté de ta part ou c'était une demande d'éditeur, parce que là, ils viennent de rentrer au Panthéon, c'est l'anniversaire. Pas besoin qu'on me demande, j'ai de la chance. Ouais. Donc c'est toi qui as proposé à Delcourt? Non, à Dupuis pour le coup. Ah, Dupuis, pardon. Puisque Delcourt, ils le sortent trop tard le leur. Ah oui, d'accord. Et oui, c'est moi qui voulais le faire. C'est moi qui voulais absolument le faire et c'était complètement fou, mais on y arrivait, donc c'est bien. Avec que des Rémois, quasi. Concours à Reims, c'est du talent. Ouais, exact. Et toi, tu as déjà connu également ce type de contraintes pour une pièce de théâtre? Dans le théâtre, oui, c'est fréquent. Le théâtre, à un moment, dans le cadre de commandes de texte, les calendriers de production sont montés des fois 2 ans, 3 ans à l'avance. Donc, il faut que les actrices puissent apprendre le texte, que l'équipe puisse se mettre à travailler. Donc là, il y a des contraintes de rendu très strictes en théâtre. Après, sachant ça, ça fait partie des discussions préliminaires, en fait. Avant d'accepter une commande, je dirais, est-ce que j'ai le temps de le faire, ne serait-ce que ça. Enfin, je pense que c'est très important de prendre ça en considération avant d'accepter une commande ou pas. Du coup, ce sont des contraintes qui te guident dans la création, dans le chemin à suivre pour créer ta pièce? Peut-être. Enfin, moi, j'essaie quand même, dans la majorité des cas, je prends pas des commandes s'il n'y a pas assez de temps. Enfin, voilà. Enfin, c'est pas facile de dire non. Est-ce qu'il y a des fois des projets qui intéressent, tout ça, mais plutôt que de mettre en difficulté et puis en fait, j'ai vraiment besoin de temps pour laisser reposer les choses, pour chercher tout ça. Mais après, oui, ça peut être aussi bénéfique à un projet d'avoir une deadline, quoi. Pour éviter de se perdre aussi. Mais, et tu dis c'est pas facile de dire non. Est-ce que c'est plus facile quand on a un concours? Ou est-ce qu'on te laisse peut-être plus de... Non, te laisse pas plus de temps ou plus de liberté? Non, ça dépend de la réalité économique des projets, je pense. Non, c'est toujours désagréable de dire non à quelqu'un qui manifeste de l'envie pour son travail. Mais bon, des fois, c'est plus raisonnable de le faire. Moi, je suis pas très raisonnable, j'avoue. Mais non, mais toi, tu dis non à aucun projet. Non, mais comme c'est moi qui les initie, je suis obligé. Mais là, c'est vrai que sur le Manouchian, j'avais pas le temps de le faire. Honnêtement, c'était pas possible. On l'a fait quand même. J'ai voulu le faire. On a trouvé des moyens pour le faire. Et puis, je devais faire. Au début, je m'étais dit bon, on va faire 80 pages parce qu'il faut quand même le finir tôt. Finalement, j'en ai écrit 140. Donc, j'ai multiplié le chantier. Heureusement que mes copains étaient là pour me soutenir. Mais il y a des jours où je m'endormais pas parce que je me disais, je vais me réveiller. Il va falloir que je les appelle pour leur dire, les gars, bonne nouvelle, je vous ai rajouté 20 pages. Mais le délai, on peut pas le bouger, quoi. Donc heureusement qu'ils étaient tous là. Et c'est l'avantage de le faire en famille. On a un atelier qui s'appelle The Tribe, qui est place Aristide-Briand, en gros, quoi. Et on travaille tous ensemble. On a l'habitude. On a un Japonais, un Argentin. C'est un collectif d'un peu partout. Ouais. Et on travaille ensemble et c'est vrai que c'est des choses qu'on pourrait pas faire autrement. Je m'y serais pas engagé sans mes copains, quoi. Mais c'est pas du tout raisonnable. Mais bon, et pour donner une idée, vous connaissez BDRama, qui est un magasin de BD donc à Reims. Je suis quasiment né là-bas. Oui, voilà, il y a eu depuis le début de l'année, je crois, 6 séances de dédicaces. Il en a fait 4. Bon, ça donne une idée peut-être du personnage un peu qui est omniprésent dans le monde de la BD. Si je suis pas en dédicace, j'y suis quand même pour acheter des BD, tant que je dédicace. Hein. Dans L'âge de détruire, Pauline, tu dis, page 15, j'ai 7 ans, je fais beaucoup d'efforts pour que ma mère ne remarque pas ma tristesse. Ou encore page 52, la maîtresse me gronde parce que je n'écoute pas. Alors que le lecteur, nous, le lecteur, on a l'information que la maîtresse n'a pas, c'est de savoir pourquoi Elsa n'écoute pas. Et déjà, moi, en tant que père, ça me bouleverse parce que ma fille a le même âge qu'Elsa au début de l'histoire. Et j'aimerais bien avoir, moi, dans ma vie, les pensées de ma fille comme ça en narration. Comment on fait quand on a ton âge, sans le trahir, pour décrire aussi bien les émotions d'un enfant que beaucoup d'autres adultes ont déjà oublié? J'ai essayé de me rappeler des sensations de ma propre enfance, je crois. Après, j'avais pas envie d'écrire dans un phrasé qui imite un phrasé d'enfant, ça m'aurait pas... C'est vrai? Oui. C'est pas enfantin. La narration n'est pas enfantine, effectivement. Elle parle comme une adulte presque, mais ça, à aucun moment c'est choquant dans le livre. Je pense qu'on a plus facilement accès à l'enfance. Ça nous permet plus, en lecteur ou lectrice adulte, de convoquer notre propre enfance pour entrer en lien avec elle que d'avoir une imitation de phrasé d'enfant qui, de toute façon, serait fabriquée. Ça aurait fait un décalage et on aurait eu plus de mal à se projeter, c'est vrai. Oui. J'ai vraiment eu cette sensation-là, en fait, c'est de dire, tiens, comment reconvoquer l'enfance, en fait, par sensation. Donc forcément, à partir de
la mienne, voilà, ou de celle que je peux observer. Mais là, comme c'est vraiment intérieur et une petite fille, je suis vraiment partie de la mienne pour le coup. Mais en cherchant plutôt un parcours sensible, à restituer les sensations de l'enfance. Et toi, pareil, JD, c'est par exemple pour Sillage, quand tu écris Navi, qui est une jeune femme, ce que assurément tu n'es pas. Ça, si je me trompe. Va savoir. Va savoir, c'est vrai. Comment tu te mets dans la tête de Navi, ou comment tu écris le personnage? D'abord, je pense que ne pas oublier ce qu'on a vécu, c'est la base pour écrire des choses. On est son personnage principal, même si on n'est pas son personnage principal dans l'histoire. Mais en fait, on est son principal référent aux émotions qu'on a vécues, à tout ce qu'on connaît. Donc, on peut être plusieurs personnages dans l'histoire, mais on parle quand même toujours de soi d'une manière ou d'une autre, puisque il y a toujours un peu de vous dans vos personnages. On ne le fait pas exprès, mais c'est la seule manière qu'on a de faire. Après, moi, j'ai toujours aimé écrire des gens que je ne suis pas. C'est ça qui m'intéresse vraiment le plus. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des trucs de science-fiction où j'ai écrit des extraterrestres. Là, je pouvais tout inventer. Des jeunes filles, des vieilles personnes. Tout m'intéresse. Des serial killers. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment ça marche dans la tête d'un être humain qui n'est pas moi, en fait. Puisque moi, je vois à peu près j'ai des zones d'ombre, j'imagine. Mais, et donc voilà. Donc, j'ai vraiment beaucoup travaillé là-dessus, sur les photographes comme Capa, comme Stanley Green. J'ai lu des interviews, j'essaye de devenir eux. En plus, j'écris au jeu, c'est-à-dire que j'écris à la première personne. Donc, comme c'est Steve McCurry, qui est le photographe de la jeune fille afghane avec qui on a fait un bouquin sur le 11 septembre, qui m'a dit j'étais content de lire ta BD parce que j'avais l'impression d'être intelligent en lisant les textes que tu avais fait. C'était flatteur. Venant, oui, de McCurry, c'est ouais, il est sympa. Et donc, mais bon, bref, peu importe, j'essaye de chercher ça. Et puis après, quand j'ai commencé avec Madeleine Riffaut, qui est une résistante qui a 99 ans aujourd'hui, de faire du témoignage, c'est-à-dire d'aller chez elle et de parler beaucoup avec elle et de raconter sa vie, faire une autobiographie dans laquelle, avec Dominique Bertaille, le dessinateur, on est ses outils pour faire son autobiographie, on va le dire comme ça. D'ailleurs, elle n'est pas que résistante, elle est grande reporter de guerre et poétesse également. Oui, c'est ça, elle est résistante dans tous les sens du terme, on va dire, encore aujourd'hui. Et là, je suis vraiment rentré dans sa tête, c'est-à-dire que j'ai la mémoire de Madeleine dans ma tête. Quand elle fait des interviews, je sais de quoi elle parle. Je peux la relancer, et donc on a vraiment cette connivence-là, et j'essaye d'aller de plus en plus loin dans ce travail d'écrire des autres gens que moi, quoi. Voilà. D'accord. Mais en imitant toujours un peu de toi. Parce que je peux pas faire autrement. Oui. Ce qui me fait marrer des fois, c'est quand j'ai écrit la biographie de Stanley Green, immense photographe de guerre qui était par exemple en Tchétchénie et tout ça. Et il y a quelques citations qui sont sorties. J'ai écouté des choses qu'il enregistrait, inédites, que m'a donné son agence photographique et tout. Et en fait, les choses qui sont sorties dans la presse, c'est des phrases que j'avais écrites moi. Et c'était marrant parce que ça veut dire aussi que je suis vraiment devenu lui d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce que je dis, la manière dont j'écris lui est crédible. Après, il y a des trucs géniaux. J'ai écrit l'adaptation de Dorgelès des Croix de Bois. Quand tu mets des phrases de Dorgelès dans une BD, t'as l'impression que t'es un génie, tu vois. Et après, il faut que tu fasses la liaison entre deux phrases, parce qu'il faut que tu inventes toi-même la phrase du milieu. Au début, c'est un peu dur, quoi. Mais c'est bien, ça permet d'apprendre aussi. Et pareil avec Boris Vian, par exemple. Non, mais c'est co-signé, non, avec un autre auteur? Non, c'est... Avec Boris Vian. Oui, directement. Ouais. Qui a donné son accord. En plus, il est cool. Il est sympa. Moi, je suis allé chez lui. Non, mais en vrai, en plus, parce qu'il a toujours un chez lui sur le toit du Moulin Rouge. T'as pu y entrer? Ouais, j'y suis allé souvent. Ça faisait partie du plaisir de le faire. Là, on parle à des gens qui sont dans un autre monde, je crois, Agathe. Non, mais... Des sphères que nous n'atteignons J'avais pas. entendu dire que pour rentrer chez Boris Vian, il fallait... c'était sur candidature. Il fallait vraiment envoyer une lettre de motivation. Ah là, je travaillais sur les bouquins, donc c'était quand même plus simple, j'avoue. J'avoue. Et en fait, quand on arrive sur la terrasse, qui doit faire 1000 mètres carrés, j'exagère, mais pas loin. Et à côté, il y a la part de Prévert. Oui. Là, c'est la terrasse où tout s'est passé au niveau de la pataphysique. Exactement. Eh ouais, mon rêve d'y aller. Et ça n'a pas beaucoup changé chez Vian. Voilà, c'est ça qui est marrant. Écoute, si tu peux lui en toucher deux mots, je l'appelle. Super. C'est son 06. Génial. Donc dès ce soir, je veux bien prendre rendez-vous. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que vous disiez, c'est ce qui ressort beaucoup par rapport aux personnages. Ce qui m'intéresse, c'est aussi le cadre dans lequel s'épanouissent ces personnages. Et toi, JD, il y a le cadre historique souvent, donc qui est reconstitué par le biais de tes recherches et de tous les entretiens que tu peux mener. Et dans L'Âge de détruire, Pauline, ce personnage d'Elsa, tu dis qu'il fallait retrouver les sensations de l'enfance. Mais je crois que tout ça peut s'épanouir aussi parce que c'est un lieu spécial dans lequel ça s'épanouit.
Et effectivement, il y a le décor de l'école, donc dans lequel on peut tous se projeter, parce qu'on a nos propres souvenirs. Moi, je me suis vue dans ma propre école à moi, et qui donc n'est pas la même que la vôtre. Et c'est très vrai ce que tu dis, ça m'a recréé, enfin Ouais. non pas recréé, je me suis rappelé des souvenirs que j'avais perdus, de ma maison, de quand j'étais tout petit ou de mon école, ouais, effectivement. Ouais, et le lieu, l'appartement, est quand même presque un personnage à part entière dans ton roman. C'est ça qui scelle aussi le destin des personnages et l'importance du lieu et donc du cadre. Je pense que dans vos 2 travaux, c'est hyper important. Bah, c'est sûr que dans le roman, c'est presque l'appartement et ce qu'il constitue, ces murs, les objets, les meubles, tout ça, c'est eux qui portent l'histoire en fait. Et le regard de la narration vient essaie de la déchiffrer, quoi. Une histoire non écrite, enfermée dans les murs et les objets, et par les sensations de la narratrice, ouais. Et c'est hyper durassien. Je sais que venant de toi, c'est forcément Non mais forcément positif. Donc, non mais c'est vrai parce que Duras, Tu l'as placé. je l'ai placé. Merci. Allez, bim. C'était même pas un pari. C'était même, je suis très prévisible même, mais quand même tout part du lieu souvent. oui, c'est vrai. Puisqu'on a des personnages qui n'ont presque parfois ni visage ni nom. Donc c'est le lieu et l'énergie du lieu qui fait l'ambiance. Non, mais ça, c'est fou parce que je pense que c'est vraiment propre au roman, pour le coup. Ça m'a beaucoup étonnée lors des premières rencontres en librairie, tout ça, sachant voilà, que j'avais écrit pour le théâtre avant. J'ai beaucoup entendu « Ah, mais l'espace est tellement décrit, on dirait du théâtre. » Ouais, alors, c'est fou parce que dans une pièce de théâtre, jamais on décrit un espace aussi précisément. Ça n'aurait juste aucun sens, quoi. C'est parce que ça encombrerait énormément. C'est pas ça qu'on donne à lire, c'est pas ça qu'on donne à entendre. Et puis quelque part, c'est pas le travail de l'autrice que de prescrire un espace à un plateau. Enfin, c'est au scéno, metteur en scène. Enfin voilà. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, alors que c'était pour le coup absolument le territoire du roman, cette description qui en plus est plus cinématographique quelque part que théâtrale. J'ai beaucoup entendu, on voit que c'est du théâtre à cause des descriptions de l'espace. Enfin, Et est-ce que c'est pas dû au fait que pendant longtemps, ce roman ce texte plutôt n'a pas eu de forme vraiment. Quand on en a discuté, tu m'as dit que longtemps et tu l'as dit juste avant, tu t'es interrogé sur est-ce que c'est un roman, est-ce que c'est autre chose, et que même quand le livre est sorti, je me souviens que tu avais eu cette expression, quand le livre est sorti et que je rentrais dans une librairie et que je voyais mon livre, j'avais presque une sorte de... Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cet objet-là qui est là dans la librairie avec mon nom dessus, avec ce titre dessus, et je sais plus quel mot tu avais utilisé, mais ça m'avait fait rire. Quelque chose d'un peu obscène, oui. Je sais pas si c'est ce mot-là que j'ai utilisé. non, je me demande si t'as pas dit blob. Ça, c'est ton mot. Ouais. J'ai dit, ça, c'est quand même une espèce de bout de chair sanguillonnant et tu... Et ben, j'ai retenu un blob. Ouais, mais ouais, c'est cette impression quand même là que comme si le texte avait échappé presque jusqu'au bout dans sa forme finale, parce qu'il est hyper hybride. Ouais, ça, j'avoue, j'ai du mal à m'en rendre compte. Enfin, et puis quand j'entendais, quand on m'évoquait le théâtre, je me suis quand même demandé plusieurs fois, mais si j'en avais pas écrit, est-ce qu'on aurait pensé au théâtre en lisant ce livre ? J'en doute. Mais ça, c'est mon avis, hein. Peut-être que je me trompe, mais j'en doute un petit peu parce que je vois pas trop. Enfin, moi, là où je le relis au théâtre, c'est dans son économie. Enfin, ce que tu disais tout à l'heure d'un truc comme ça, très, très simple, très clair. Enfin, et au théâtre, il faut ça. Ce qu'on entend, c'est très bête, hein, mais les phrases, on les entend une fois. Et puis ensuite, on passe à la suivante. On ne peut pas s'arrêter, revenir, relire, poser le livre. Voilà, il faut que tout se passe dans le moment du théâtre, quoi. Donc, ça demande beaucoup d'économie, beaucoup de clarté, tout en creusant de la profondeur. Enfin, c'est toute la difficulté. Donc, c'est vrai que j'avais encore, en travaillant cette nécessité. Enfin, les pièces de théâtre, quand je les écris, j'ai besoin de pouvoir les lire de bout en bout sans m'arrêter. Enfin, ce que je me dis, si même moi je m'arrête, les gens vont vraiment se faire chier. Donc, il faut que la lecture, elle te prenne et qu'elle te lâche pas. Et j'avais un peu la même démarche avec le roman, ce qui était beaucoup plus exigeant, parce que c'est beaucoup plus long, en fait. Donc, et de se tenir comme ça en énergie de lectrice, parce que j'ai pas tellement pu faire. Il y a 2 parties dans le livre, je les ai travaillées séparément, parce que au bout d'un moment, tout tracé, l'attention finit par tomber. Surtout quand on relit comme ça un peu au microscope, c'est un peu difficile. Mais c'est vrai que quand il est sorti le roman, j'ai développé une sorte de phobie des librairies. J'osais plus rentrer dans les librairies. Tu voulais pas voir ton roman dans les librairies ? Ça me terrifiait. Alors, ça me terrifiait. Enfin, je comprends.
Puis je me suis dit, ah bon, mais c'est bête, profites-en, il est là. Mais j'ai mis un mois à oser retourner, mais c'était complètement idiot. Hein, mais ça m'a intimidée énormément. Et même les premières rencontres autour du livre, j'avais beaucoup d'attentes. C'était une espèce de rêve, les rencontres en librairie, parce que le drame des auteurs et des autrices de théâtre, c'est qu'on les invite jamais en librairie. Bon, et pourtant, des livres sortent, et sont lus et envoyés à des comités de lecture, et puis on défend une littérature théâtrale, et puis ça reste des objets à lire, c'est une espèce d'entre-deux de lecture, une expérience un peu singulière de lecture. Mais je disais enfin une invitation en librairie, et j'ai trouvé ça très 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 intimidant. J'étais plus habituée, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur le théâtre, en fait. Ouais. Sur le fait qu'un bord plateau, il y a... ou même des rencontres autour d'un texte, il y a le théâtre entre le texte et toi, ou entre le public et toi. Et du coup, il y a un terrain commun qui fait que tu n'es pas à poil devant les gens. On se pose toujours la question du théâtre, du traitement, et puis on est souvent dans un lieu qui pose des codes, et un public sait ce qu'il vient voir, et il sait comment s'adresser. En allant dans les premières librairies, j'avais dit ça au libraire de Grenoble, au Square, qui est un libraire super. Et j'avais dit, mais j'ai vraiment la sensation, en fait, d'aller chez des gens, d'être dans le salon de quelqu'un dans une ville que je connais pas. Et ce qui est fou, parce qu'au théâtre, on peut aller de ville en ville comme ça, mais en fait, on n'a pas du tout la sensation de passer à côté de la ville. Là, vraiment, je me suis dit, mais je ne connais pas la ville, je ne connais pas les gens, je ne connais pas cet endroit. Et j'arrive vraiment dans l'intimité de quelqu'un, et il n'y a pas deux libraires qui se ressemblent dans les discussions, et ouais, c'était très, très intimidant. Et ça, on parle de réception. De toute façon, on parle de réception de texte, puisque le théâtre se réceptionne au moment où on va voir la pièce, alors que un livre, que ce soit donc un roman ou la bande dessinée, quand la bande dessinée ou le roman sont achetés en librairie et partent vivre leur petite vie chez les gens, c'est leur vie à eux. Et le temps de la réception du texte, il nous appartient plus. Parce que les gens lisent avant de s'endormir, les gens lisent quand ils veulent, chez eux, dans leur canapé. Et on n'est pas là pour voir comment le texte est réceptionné. Ouais. Tu vois. Alors qu'au théâtre, vraiment, les gens sont dans la salle, tu peux sentir la tension, tu peux regarder, il y a les applaudissements à la fin, il y a quelque chose. C'est plus intimidant au final. C'est très terrifiant. Pour le coup, moi, quand je vais voir un texte que j'ai écrit qui est monté, il faut que je le voie plusieurs fois pour voir le spectacle, parce que dans la salle, juste là, essayer de capter les sens et les émotions de tout le monde, c'est un peu tétanisant. Mais même vraiment mais ça, c'est encore une fois, c'est le travail du roman qui, en tout cas, me fait poser cette hypothèse-là, mais que même dans l'objet livre de théâtre, quand on lit un livre de théâtre, même seul, on s'appuie sur le plateau, en fait. On dit, on travaille avec le livre et avec l'idée du plateau. Ce qui n'est pas du tout la même chose, c'est beaucoup moins intime, en fait, quelque part. C'est comme si on lisait la porte ouverte, quoi, sur un extérieur ou sur un tiers qui est le plateau. Qu'une lecture de roman ou de BD ou de poésie, il y a quelque chose de beaucoup plus direct, quoi. Il n'y a pas de tiers. Exactement, il n'y a pas d'intermédiaire. Pour moi, il y en a dans le métier de scénariste, puisque moi je fais le métier de scénariste, et c'est peut-être la différence avec écrivain, c'est que, et c'est peut-être ça aussi, écrire pour le théâtre, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas pour soi, c'est-à-dire on écrit pour des gens qui vont rendre le truc, ce qu'on a écrit, mieux, si on peut. Et c'est pour ça qu'on choisit les gens avec qui on travaille pour qu'ils rendent ce que j'écris meilleur. Donc il faut que j'ai confiance en eux. Et moi, c'est vrai qu'en tant que scénariste, et pareil pour un scénariste de cinéma, il ne travaille pas pour lui-même. Et c'est-à-dire que c'est un travail d'équipe comme au théâtre. Mais c'est vrai qu'en littérature, et c'est la différence entre scénariste et écrivain, t'écris pour toi et c'est toi qui es en frontal directement sur le truc. Même s'il y a mon nom sur le livre, moi, j'ai pas la sensation de l'avoir fait tout seul, quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai puisque je ne dessine pas. Et donc, je suis toujours fier de mes copains, des gens avec qui on a travaillé et tout ça. Et je pense que c'est vraiment la grosse différence entre les deux. Tu abordes un sujet que je voulais aborder justement, c'est que vous n'êtes pas maître à 100% de vos œuvres, parce que toi, tu travailles avec des dessinateurs, toi pour le théâtre avec des metteurs en scène. Comment se passent les relations justement avec vos binômes de travail ? Je dirais qu'il vaut mieux que ça se passe bien. Quand ça se passe pas bien, il vaut mieux arrêter, parce que les bouquins sont soit pas bons, soit pas les bouquins qu'on veut. Ils peuvent être bons et pas celui qu'on voulait. Donc moi, je signe pas des bouquins qui n'est pas le livre que je voulais faire. Ouais. Quand je fais un scénario, j'écris pas juste le scénario. Je travaille sur le storyboard avec les dessinateurs. Avec le coloriste, on cherche un concept pour faire la couleur.
On regarde le livre du début à la fin. Moi, je suis pas hyper bon pour les dialogues dès le début, donc je veux des dialogues très naturels. Donc, j'aime pas. J'aimais bien les films d'Audiard, mais j'aime pas ce qu'on appelle un peu trop les dialogues ciselés. Ouais. Moi, j'aime bien quand les idées, elles s'enchaînent, mais on s'en rend pas compte, mais que le dialogue, il est fluide. Et je relis les bouquins 55 fois jusqu'au jour où on doit l'envoyer à l'imprimerie. Donc, je travaille sur le livre tout le temps que le livre est en fabrication. Je le lâche au dernier moment, mais je travaille avec les dessinateurs, avec tout le monde. Ouais, moi, ce que j'aime, c'est le travail d'équipe. Si ce boulot-là, il est pas fait, ça m'intéresse pas de faire des bouquins. C'est là où je voulais en venir justement. J'allais te demander si, quand tu écrivais, tu pensais déjà au dessin, mais en fait, tu le fais quasiment en même temps. Tu écris en même temps que ça se dessine presque. Mais moi, j'ai dessiné, donc je me souviens très bien. Quand j'écris une page, je l'ai dans la tête, mais je la dessine pas. Et t'es pas déçu du coup quand tu vois après le Mais travail au contraire, ce qui me plaît, c'est de voir le storyboard de ce que j'aurais pas fait. Ouais. Et donc, je le donne et après, je veux avoir la surprise. C'est pour ça, il y a des scénaristes qui dessinent, c'est pas un problème, mais moi, j'aime pas, j'aime bien donner le texte et après, je vois le storyboard. Et si ça marche, ça marche. Mais moi, je le relis en tant que lecteur après. Comme je suis un gros lecteur de BD, je le relis, je regarde si ça fonctionne, si le rythme est bon, si on comprend bien s'il se passe d'une case à l'autre, si les bulles, elles s'enchaînent bien. Et je relis pas mon scénario, je relis vraiment la page de BD, quoi. Et ça me suffit. Et donc, si c'est même des idées mieux, par exemple dans le Manouchian, l'exécution des 23, des 22, en fait, elle est à la fin au Mont Valérien, elle est différente de ce que j'avais écrite. Parce que Citron, mon scénariste, il a eu une idée. Mon scénariste, c'est marrant. Mon storyboarder, il a eu une idée super et que j'ai un peu affiné, mais je l'ai trouvé super. Et donc, j'ai gardé ça plutôt que mon scénario parce que je trouvais que ça marchait mieux, quoi. Et après, c'est à moi qu'on dit que c'est super. Moi, j'y gagne quand même vachement, quoi. Et toi, Pauline, t'y penses quand tu fais une pièce de théâtre? Ouais, c'est hyper intéressant de t'écouter. Enfin, au théâtre, c'est très différent, en fait. C'est Ouais. très différent. Bah, déjà, on signe les livres. Donc, ils existent à côté des Ouais. spectacles. Et puis, on part du principe que si on a de la chance, un texte peut donner lieu à plusieurs mises en scène différentes. Et pour le coup, la place ou la présence de l'autrice sur la création du spectacle, c'est au choix de la mise en scène. Enfin, c'est vraiment... Il y a certains metteuses en scène qui m'ont demandé d'être présente et c'était super. Enfin, c'est vrai que ça me fait aussi plaisir de passer du temps avec les actrices, les acteurs, enfin, d'avoir le sentiment d'être un peu dans l'équipe quand même, parce que la majorité du temps, on les rencontre très peu, donc on est un peu outsider du truc, quoi. Mais pour le coup... moi, je laisse toujours le choix à la mise en scène, quoi. Soit je suis là si besoin, si envie de travailler comme ça, mais je comprends aussi tout à fait que on ait besoin de s'emparer du texte, de se l'approprier sans avoir l'autrice à côté, quoi. Et puis enfin, il y a ça. C'est presque comme un montage au cinéma, en fin de compte. Ouais, je connais pas, c'est le cinéma. Enfin, dans l'idée que j'en ai, ouais, sans doute, mais Et puis ça veut pas forcément dire, enfin, une metteuse en scène, celle de Daspato à laquelle je pense particulièrement, elle, c'est quelqu'un qui, elle, pour le coup, me parle très peu pendant les mises en scène. Elle a créé deux textes. Et en fait, on a des sensibilités ou des univers proches. Et ce qui fait que j'y retrouve beaucoup de choses, en fait, dans ce qu'elle fait. Enfin, moi, j'étais contente de tous les spectacles, donc c'est pas. Et encore une fois, que j'ai l'impression que c'est pas tellement la question de savoir si c'est proche de comment moi je ressens le texte ou pas. Moi, ce qui me touche, c'est de voir une équipe qui a travaillé, de voir une metteuse en scène ou un metteur en scène qui a emmené le texte dans son univers, qui en a fait quelque chose, quitte à si ça le trahit pas, si ça lui fait pas dire ce que je veux pas qu'il dise. Mais et ça m'est jamais arrivé, je touche du bois, voilà. Mais c'est aussi très émouvant, enfin, c'est ce que tu disais, où d'un seul coup, c'est de redécouvrir aussi ce qu'on a écrit sans qu'on soupçonnait pas forcément. Et que... Puis de toute façon, les textes de théâtre, ils sont un peu écrits pour ça, pour qu'on s'en empare, pour qu'on les explore, pour qu'on les contredise, voilà. Enfin, ça fait partie du jeu. Il y a quelque chose qui est à la mode avec la BD en ce moment et qui l'a été aussi pour le théâtre, c'est la retranscription au cinéma. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà intéressé? Est-ce que vous avez été approché pour ce genre de projet? J'ai été approché, on a vendu des droits, mais ça m'intéresse pas tellement, en fait, parce que je pense que la qualité d'une BD n'est pas de devenir un film, et qu'on entend trop souvent ça, genre cette BD est tellement géniale qu'il y a une adaptation au cinéma. Bon, moi, je connais plus de films foireux que de BD foireuses, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Et puis surtout,
le travail de scénariste de cinéma est vraiment pénible, quoi. Avec des producteurs, des coproducteurs, il faut refaire 17 versions. On n'est jamais sûr à la fin que la dernière version est la meilleure, pour avoir fait quelques tests. Voilà. Alors qu'en BD, au moins, j'ai un choix, quoi. J'ai 1 an pour faire l'album. Donc, c'est parti. Il faut que je fasse des choix. Je me trompe, ça m'arrive. Je réussis des trucs. Il y en a d'autres que je foire. Il y en a que je réussis parce que ça va vite. D'autres que je rate parce que ça va trop vite. Mais au moins, c'est mon bouquin du début à la fin. Et je peux l'assumer complètement, quoi. Et c'est un luxe. Ouais. Je sais bien que scénariste de BD, dans ces conditions, après 30 ans, d'avoir la chance de faire ce métier, de faire les projets que je veux, c'est un luxe énorme, quoi. Et j'en profite donc. Et toi, Pauline? Oh non, on m'a jamais demandé de faire une adaptation cinématographique. Et ça pourrait s'y prêter? Faut poser la question à un cinéaste. Je sais rien. Un producteur, d'abord. Ouais. En tout cas, tu as réfléchi au cinéma avec les femmes qui nagent. Oui, mais c'est vraiment un projet littéraire. Oui. Après, des femmes qui nagent, c'est une espèce de... Enfin, c'est plein de fragments. Enfin, c'est un montage de fragments de texte qui explore ou qui essaie enfin, qui décrit plutôt, voilà, des images de cinéma ou de tournage ou de séances photo pour essayer de comprendre dans l'image elle-même comment les corps des femmes sont filmés par les hommes, quels outils les actrices ont pour proposer autre chose et quelles images construisent les réalisatrices, quoi. Mais c'est vraiment et tout ça passe par l'image elle-même, dans sa description même, dans espèce de... Il n'y a pas d'analyse, quoi. C'est pas théorique du tout, c'est vraiment en la décrivant par la langue, d'essayer de lui faire dire son sous-texte, quoi, et de révéler les indicateurs, en gros. Enfin, je le dis très très vite. Ça met en lumière la domination masculine, ouais, ça, dans le monde du cinéma. Mais non, mais pour le coup... Moi, il y a le cinéma a beaucoup d'importance dans mon imaginaire ou pour moi dans le travail. Enfin, la réalisatrice Kelly Reichardt notamment. Enfin, c'est des films qui me guident en fait aussi. Enfin, oui, justement pour leur temporalité, leur regard. Enfin. Je crois que le cinéma peut être très inspirant pour la littérature. Enfin, c'est ce qui s'est vérifié avec des femmes qui nagent. Au départ, j'étais un peu évidemment débordée par le sujet parce que les femmes au cinéma, c'est énorme. Donc, j'allais évidemment pas pouvoir tout traiter. Mais au départ, j'y suis vraiment allée de manière totalement désorganisée, en fait, en disant, voilà, il s'agit pas d'être exhaustive ou de cocher vraiment les incontournables. On va voir vraiment ce qui fait travailler l'écriture, en fait. Et ça me faisait penser à ce que tu disais tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on laisse de soi dans une fiction et dans ce livre-là, alors que pour le coup, il n'y a même pas de personnage, quoi. Enfin, il n'y a même pas d'intime. J'ai eu l'impression de révéler beaucoup plus de choses de moi que dans des personnages qui pouvaient me ressembler plus ou moins, mais qui sont jamais moi non plus. Mais là, en étant vraiment en exploration de ces matières-là extérieures, en disant, tiens, qu'est-ce qui provoque de l'écriture, qu'est-ce qui me fait travailler? Ça venait raconter des choses aussi de mon propre regard, de mes propres constructions intégrées, quoi. Et Chantal Akerman, notamment, c'est une cinéaste très littéraire aussi. Enfin, il y a beaucoup de narration dans ces images. Et il y a d'autres qui ne font pas écrire, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez déjà été intéressé par le support l'un de l'autre? Est-ce que toi, t'as été intéressé pour écrire pour la BD, ou toi pour écrire un roman? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que vous avez été approché pour ça? Moi non, j'aime trop l'image. D'accord. Ça répond à ma seconde question qui allait suivre. De toute façon, c'est pourquoi on choisit un support plus qu'un autre, justement. Donc toi, c'est le rapport à l'image. Ouais, mais c'est parce que je suis un peu con et que je lisais de la BD quand j'étais gamin. C'est pour ça que je fais de la BD, je pense. Voilà, c'est bête. Mais parce que j'ai vu en grandissant que la BD, elle grandissait avec moi et qu'il y avait... que si on lisait bien la bande dessinée, diverses bandes dessinées, il y avait tellement de choses intéressantes qu'on pouvait voir. J'ai vu vite, je pense, même dans les BD de super-héros, les sous-textes qu'on a dans les années 80, quand j'avais 10 piges, qu'on a l'impression de découvrir aujourd'hui, c'est-à-dire avec les mutants, la Shoah, avec tout ça était déjà là, quoi. Donc c'est pas un hasard aussi, les grands, on va le dire comme ça, mais les grands scénaristes et auteurs de comics américains des années 40-50 sont des juifs. Donc tout ça n'est pas vraiment un hasard. Et donc je pense que j'ai vite vu ce qui m'intéressait vraiment dans la BD, c'est qu'on pouvait raconter quelque chose pour tout le monde, qu'on peut le lire au premier degré
Et que à partir d'un moment, on peut envoyer tellement de couches différentes de lecture que ça devient en fait qu'on peut presque lire une autre BD que celle qu'on est en train de lire. Et donc c'est ça qui m'a intéressé tout le temps. Moi j'ai toujours fait du mainstream, c'est-à-dire de la BD grand public, en essayant d'intéresser les gens à autre chose. Je disais tout à l'heure que des péripéties, mais c'est ça, on peut faire des BD de péripéties. Il y en a plein. Moi ça m'embête de les lire, mais si on prend un sujet et qu'on travaille dessus, il y a plein de choses à raconter dans une bande dessinée. Ça se creuse sans fin, quoi. Et puis surtout donner envie aux gens d'avoir une étincelle et de se dire ah ouais, c'est vrai que le sujet c'est pas inintéressant, je vais commencer à y réfléchir. Et donc là-dessus, sur tout ça, moi je donne des petites pistes de mes propres réflexions dans les dialogues, dans les choses. C'est pour ça que c'est des BD de moi. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi toujours plus ou moins la même histoire, mais qui se ressemblent jamais en fait. Et ces sous-textes, ils ne sont pas perdus avec le cinéma. L'univers du super-héros, par exemple, au cinéma, j'ai l'impression que ce sous-texte, il n'existe plus tout à fait. Ouais, je sais pas, la première scène justement avec Magneto dans les X-Men, quand il arrache le portail de Auschwitz 1, il est pas mal, mais bon, en fait, c'est le cinéma, comme la BD, comme le roman, ça dépend des gens qui le font, quoi. Il y a des trucs géniaux et des trucs pas bien, et puis on peut aussi passer à côté de choses. Moi, je sais aussi qu'il y a des trucs que j'adore et qui sont pas bien concrètement, parce que je pense pas que ce soit qu'une question de goût. L'art, dans la construction, il y a des règles, en fait. Donc, je peux aimer des trucs que je sais qui sont pas bien, et je peux aussi ne pas aimer inversement des trucs formidables. Je sais que c'est formidable, mais moi, j'aime pas, mais c'est pas très grave. Ça donne aussi des pistes de réflexion. Tu as le droit d'aimer le MCU, c'est pas grave. Hein. Écoute, j'ai essayé de bien aimer, oui, c'est vrai. Qui est le Marvel Universe au cinéma, pour ceux qui ne savent pas. Il y en a des biens, hein, c'est comme dans tout. Mais... Ouais. Pauline, toi, tu as été intéressée pour écrire de la BD? Ouais, carrément. Après, il en a été question à un moment. Alors, je sais pas trop, c'est un peu en gros stand-by. Ah, ouais. Mais non, mais c'était pas si évident parce que c'était une jeune éditrice qui avait envie de se faire rencontrer des auteurs et des autrices de théâtre, et qui l'a fait d'ailleurs. Hein. Elle a publié Valérian Guillaume et Vincent Farras. C'est Sonia Deschamps. Oui, ouais. Que tout le monde connaît. Bien sûr. Et donc, on a été en discussion autour de différents projets aussi. Ce qui n'est pas évident, ce qui n'a pas été évident jusqu'à présent, c'est qu'en fait, j'ai surtout rencontré alors je ne sais pas quel est le terme juste, des autrices dessinatrices, qui faisaient l'histoire et les dessins. Et du coup, moi, pas tellement trop savoir où est-ce que je pouvais intervenir là-dedans, si ce n'est à faire des retours sur le scénario, mais ce qui n'est pas évident dans une forme d'écriture qu'on ne pratique pas du tout. Il aurait fallu sans doute s'y mettre, en fait, tout simplement, et voir. Pour le moment, ça ne s'est pas concrétisé plus que ça. Mais, moi, je suis persuadé que L'Âge de détruire se prêterait magnifiquement à la BD. Tous les détails que tu en donnes. Sonia. Ouais, tu vois, je peux l'appeler si tu veux. Là, contrairement à Boris Vian, j'ai vraiment son numéro, il n'y a pas de problème. Tous les détails que tu donnes, je vois très bien chaque case. Non, mais parlez-en après le podcast. Je pense que sur L'Âge de détruire, en BD, il y a quelque chose à faire. Mais je sais pas comment ça se passe dans la littérature ailleurs, mais en tout cas, ce qui est sûr en bande dessinée, c'est que tout le monde est très occupé. Donc, si toi, t'es pas moteur de la relance permanente, ça a tendance à patiner un peu, quoi. Donc, il faut pas hésiter non plus. Mais voilà. Oui, c'est un petit peu ce que j'ai. Après, moi, c'est vrai que c'était plus facile pour moi parce qu'elle avait aussi évoqué ça, d'adapter un texte préexistant. Mais c'est là où c'est plus compliqué, parce qu'elle me disait que il faut quand même un univers graphique, mais les dessinateurs et dessinatrices qui ont un fort univers ont aussi de plus en plus tendance à vouloir écrire leur propre histoire. Donc, c'est pas toujours une alliance facile à trouver. Et puis, moi, à côté de l'écriture, j'accompagne aussi des écrivains à l'ENSAT, c'est l'école nationale de théâtre à Lyon. Et du coup, je pense qu'à un endroit aussi de faire des retours encore sur un projet d'écriture en cours, alors que je suis 12 étudiantes à l'année, c'était un peu beaucoup. Mais je pense que c'est la rencontre finira par se faire. Oui, parce que je pense que ce qui est bien, c'est d'écrire. Après, faire une adaptation, c'est bien, mais la personne, elle va s'emparer de ton truc et c'est le tien ou c'est plus vraiment le tien. C'est bien ou pas bien, peu importe, mais c'est plus vraiment le tien. Mais écrire avec un dessinateur ou une dessinatrice, ça c'est vraiment bien. Je pense que c'est un autre boulot, parce qu'il n'y a pas de règles en fait dans ce métier. Si tu as peur de pas gérer
la création de la bande dessinée, il ne faut pas s'inquiéter parce c'est vraiment un métier dans lequel il n'y a aucune règle en fait. Il n'y a pas de scénario préétabli, il y a rien en fait. C'est une discussion entre deux personnes et à chaque fois c'est toujours très différent la manière de travailler. Donc c'est ça l'expérience à mon avis qui est la plus intéressante. Oui, de penser ensemble l'histoire dès le début. Exactement. Ouais. Le rythme, ça me semble bien. JD, tu as écrit beaucoup d'histoires de résistants et de résistantes. Et oui. Je passe à autre chose. Irena, Madeleine, Simone, les Manoukian également. Tu as dit dans une interview, en racontant les vies de ces résistants et résistantes, je ne prends aucun risque, contrairement à eux. C'est vrai. Est-ce que tu penses qu'en tant qu'auteur, tu as une responsabilité en quelque sorte sur le devoir de mémoire ? La preuve que je prends aucun risque, c'est que moi je suis allé au Mont Valérien il n'y a pas longtemps, j'ai pas été fusillé. Donc j'ai quand même eu de la chance. Je suis même allé à Birkenau avec Ginette Kolinka et je suis revenu. Adieu Birkenau, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc non, effectivement, on prend pas beaucoup de risques. Moi, j'aime pas, justement, on parlait de Ginette Kolinka. Elle aime pas devoir de mémoire, elle préfère désir de mémoire. Moi, j'aime pas non plus devoir de mémoire parce qu'à l'école, j'aimais pas faire mes devoirs, donc je préfère et j'aime toujours pas. Si je me sens obligé, j'aime pas. Et donc, je préfère envie de mémoire, mais c'est vrai que c'est une envie qui me porte et je sais pas pourquoi. Mais si on parle de résistance, on peut remonter encore. Il y a Nevis, justement, dans Sillage, qui était aussi une résistante, puisque c'est la seule humaine sur un convoi d'extraterrestres qu'elle essaye de trouver son chemin et que c'est difficile et qu'elle est obligée de travailler pour une institution qu'elle n'aime pas, qu'une institution de colonialisme qui colonialise des planètes. J'ai fait une BD qui s'appelle Troll, où c'est l'histoire d'une humaine parmi les monstres. Voilà, c'est un peu pareil. Donc j'ai écrit que des histoires de résistants, en fait. Mais si tu vas par là, Gaijin aussi. Elle résiste un peu aux injonctions qui sont faites aux femmes. Mais exactement, toujours, oui, bien sûr. Donc c'est mon sujet, quoi. Mais j'ai mis longtemps à m'en rendre compte. Mais c'est mon sujet, c'est sûr. Donc maintenant, je me suis rapproché du sujet en allant vers les guerres où il y avait vraiment des résistants. Et voilà, en pouvant les rencontrer, je vais sans doute continuer, voilà. Missak Manoukian dit « Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter à la douceur de la liberté et la paix de demain ». Alors, c'est con comme question, mais tu penses qu'il dirait quoi en voyant le monde aujourd'hui ? Sans doute comme dit Madeleine, on s'est battu pour un monde meilleur, on l'a pas eu, mais on n'a pas de leçon à donner aux jeunes. Maintenant, c'est aux jeunes d'inventer le monde dans lequel ils veulent vivre, donc courage à eux, au boulot, on leur fait confiance et bosser. Voilà, je pense qu'ils ne seraient pas devenus un vieux sage casse-couille. Voilà, je pense que c'est des gens qui étaient ouverts à ce que le monde pouvait devenir. Voilà. Eux, ils sont morts. Place aux autres. Ouais, ça. Chacun ses emmerdes, en fait, un peu. Non, pas du tout, au contraire, je pense. Ouais. Vraiment, au contraire, c'est vraiment... mais c'est juste que je pense qu'ils avaient... Il y a dans la complainte du partisan de Marly et de la Vigerie, qui est une fabuleuse chanson, et ils disent à la fin, la guerre finira, nous rentrerons dans l'ombre, on nous oubliera. C'est-à-dire qu'en fait, leur rôle dans ce moment précis sera terminé, et le monde sera devenu bien, et eux, leur boulot sera terminé, ils pourront vivre aussi, et ce sera fini. Et donc, ils ne se donnaient pas cette importance-là qu'on a pu peut-être leur donner à une période, et qui redevient importante, je pense, de donner l'importance à Manouchian et au 23 de la Fiche Rouge, au FTP MOI, mais en fait au FTP en général, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont fait un truc qui était important à ce moment-là, mais ils ne l'ont pas fait en se prenant au sérieux ou pour des stars ou quoi que ce soit. Donc, Madeleine est dans cet esprit-là. Après avoir fait la guerre, elle est devenue folle, elle a été en choc post-traumatique, et puis elle n'avait pas d'autre boulot à faire que de faire reporter de guerre. Elle est partie en Algérie couvrir la guerre d'Algérie du côté anticolonialiste. Après, elle allait couvrir la guerre du Vietnam. Elle était condamnée à mort par l'OS qui l'a brisée en morceaux dans une voiture avec un camion, condamnée à mort par la CIA qui l'a bombardée pour qu'elle passe pas au Vietnam. C'est des vies de folie, mais c'est des gens qui ont fait ça parce que ils ressentaient le besoin de dire la vérité, quoi. Ils pouvaient pas lutter contre cette vérité-là. Moi, je sais pas du tout si j'ai ce courage-là, mais au moins je peux au moins essayer de transmettre un petit morceau de ce qu'ils ont voulu faire, voilà. Mais c'est important, on en parlait en off, tu as rencontré quelques difficultés dans tes études. On va dire ça, tu as redoublé, tu as raté ton bac. Pas vraiment, mais j'étais un peu branleur, on va dire comme ça. Est-ce que ça t'aurait aidé d'avoir justement des BD historiques comme ça pour alors l'histoire, c'était peut-être pas la matière où tu étais le moins bon, mais est-ce que ça t'aurait aidé d'avoir ce genre de récit à l'école pour t'accrocher à quelque chose justement? Non, j'en avais plein en fait. Ouais, t'en avais plein. J'en lisais plein.
Donc c'est pour ça que tu étais bon en histoire. Au lieu d'être à l'école, je lisais des BD. Moi, genre, tu vois, par exemple, je bois pas de café, je fume pas de clope, je bois pas d'alcool parce que justement, dans les âges où c'est bien après les cours d'aller dans les cafés, de poser un peu, de fumer, de boire de l'alcool ou des cafés. Moi, j'allais voir Dragon Ball dans le club Dorothée, tu vois, à 20 ans. Donc, finalement, ça aide d'être un peu crétin quand même. C'est bon, tu vois. Je ne sais pas si vous en avez conscience, tous les deux, mais vous faites partie de ceux qui peuvent faire naître des vocations, déjà par la qualité de votre travail, mais aussi, donc, pour toi, JD, par l'aspect pléthorique de ton œuvre. Il est difficile de passer à côté quand on aime la BD, par la diversité des genres et donc du public également que tu touches. Toi, Pauline, parce que tu rends la littérature facile à lire et accessible à tous, quel conseil donneriez-vous à un ou une jeune qui voudrait se lancer dans le scénario, dans l'écriture, justement, comment et par quoi commencer? Par lire et écrire. Déjà? Oui, commencer par commencer, en fait. C'est vrai que ça semble bête comme conseil, mais en fait, non, mais c'est pas, c'est pas si évident. Oui, c'est pas si évident, effectivement. C'est la première chose. Il faut s'ouvrir déjà à des univers littéraires. Moi, je dirais que quand on a une histoire dans la tête, elle paraît parfaite. On est content de son histoire. Et quand on commence à l'écrire, on voit à quel point c'est nul et qu'il faut retravailler tout ça et mettre tout ça en cohérence. Donc effectivement, le premier mot, c'est le plus important. C'est le jour où on ose écrire, quoi. Alors moi, j'ai de la chance, je suis totalement inconscient, donc j'ai jamais eu ce problème, en fait. Mais je pense que c'est là où voilà, on se dit, ah, ça va être génial. Et des fois, dans un scénario, l'idée qui m'a porté au départ, je peux même pas la mettre dans le récit parce qu'elle a plus sa place, quoi. Et donc elle est partie, mais je l'ai quand même écrite pour ça. Voilà. Des fois, il y a des BD que j'aime, que j'ai faites, pas pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles racontent de ce que je voulais raconter moi, et qui est presque invisible dans le bouquin. Mais ça, c'est mon rapport à moi au livre que j'ai fait. Après, quelqu'un qui réussit dans une ville, et si on parle de Reims, c'est toujours motivant. Moi, je me rends compte, et inspirant, je me rends compte que dans toutes les villes où il y a des auteurs de bande dessinée qui réussissent, il y a plein d'auteurs de bande dessinée. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas osé le faire, peut-être s'il n'y avait pas eu quelques modèles avant, ils ne se seraient pas dit « c'est possible d'en vivre ». Et donc, quand on a créé l'atelier 510 TTC, pas loin d'ici, il y a longtemps, avec Philippe Bûcher, Sylvain Savoya, puis après Christian Leroll. Rien que ça. En fait, on était juste derrière, là, on était dans les docks, après on était juste à côté, rue Docteur Lemoine, et donc on a bien vu à quel point ça créait des vocations, en fait. C'est pas... des gens doués, il y en a partout, mais oser le faire, se dire on va le faire, ça change tout, quoi. C'est pour ça qu'on a créé des ateliers ici. Moi, je suis plus au 510, j'ai créé un nouvel atelier qui s'appelle The Tribe, mais on se rend compte, ouais, que bizarrement, la ville reste, puisqu'on parle de Reims, reste une unité de lieux étranges où les gens se reconnaissent plus que dans une région ou dans un pays, quoi. Et donc, ça paraît proche. On se dit, si les Rémois, ils ont réussi, on peut le faire, quoi. Alors, moi, j'ai jamais eu vocation d'être connu à Reims. D'ailleurs, j'ai jamais eu vocation d'être connu. Moi, ce que je voulais faire, c'est de la BD, mais je sais pas, ça encourage les gens à le faire, quoi. Donc, tant mieux. Nous, on était là pour les aider. Quand on était à Bruxelles, on avait plein de gens qui nous ont aidés, des auteurs de BD. On allait passer une soirée chez eux, on apprenait plus qu'en 6 mois d'école. Donc, on a fait pareil. Et je sais que mes potes ou des gens qui sont moins mes potes maintenant, mais continuent à le faire quand même. Donc ça, c'est bien. Mais non, mais c'est hyper important. Enfin, on parlait des lieux, mais que ça les rend inspirants, en fait. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Puis après, je suis hyper d'accord avec... je vais redire ce que tu as dit, en fait. Mais sur l'écrivain ou l'écrivaine qu'on rêve d'être et celui ou celle qu'on est vraiment. Et effectivement, on peut rêver au roman parfait et puis et au moment où on s'y met, c'est tout autre chose qui naît. Et ce qui n'est pas toujours facile, c'est de savoir identifier ce qui naît et d'aller dans le sens du texte et pas dans le sens de ce qu'on veut ou de ce qu'on rêve faire. Et c'est pour ça que je parlais de lecture tout à l'heure, puis tu disais que tu avais énormément de bandes dessinées. Et ça, c'est quelque chose qui me semble aussi hyper important. Quand on écrit, on se relie énormément. Donc, il faut un œil de lecteur ou de lectrice un peu aiguisé, qui dialogue avec d'autres œuvres, qui a eu des chocs de lecteurs ou de lectrices pour savoir pour rechercher en fait ce que la littérature ou la bande dessinée peut faire. Et de rechercher ça, d'être un peu mu par ça, parce que c'est une comparaison un peu idiote, mais c'est comme un cuisinier ou une cuisinière, quoi. C'est un palais, ça s'éduque, et donc il faut
il faut goûter des bonnes choses pour pouvoir ensuite essayer d'en trouver d'autres ou de retrouver celles-là. C'est de retranscrire des émotions qu'on aurait eues déjà en lisant ou Il y a plusieurs choses en fait. Enfin, pour le dire vite, moi je pense que c'est d'avoir quelque part en soi la conscience de ce que la littérature peut faire, qui est une forme d'ambition pour le texte, pas du tout personnel ou voilà, mais juste voilà jusqu'où. Et puis c'est ce qui donne du cœur à l'ouvrage en fait aussi, ce qui donne du jus pour travailler, je crois. Et puis encore une fois, de laisser tomber ce qu'on veut être pour vraiment être consciente de ce qu'on est en train de lire, quoi. Et c'est vrai que c'est des discussions qu'on a très très souvent à l'école dont je parlais où je travaille. On accompagne en fait sur 3 ans des jeunes auteurs et autrices, jeunes dans le sens au début de leur parcours d'auteurs et d'autrices sur leurs travaux en cours. Et ça revient sans arrêt, en fait, il y a parfois un monde entre le projet et le texte lui-même. Et c'est comment abandonner le projet pour vraiment se mettre à travailler le texte, quoi. Et se dire, tiens, qu'est-ce qui peut faire guide dans un texte, entre guillemets, ce qui marche ou ce qui marche pas, ou ce qui est la piste à suivre ou pas. Et moi, j'ai tendance à leur dire que de se méfier des textes qui nous rassurent, en fait. D'aller plutôt traquer dans les textes en cours ce qui étonne, ce qu'on ne pensait pas avoir, tiens, on ne pensait pas écrire ça. En général, c'est plus intéressant d'aller vers ce qui n'était pas prévu que de vraiment ancrer définitivement un passage dont on est bien content dès le début et qu'on est sûr d'avoir bien fait. De plus se laisser, mais c'est pas facile, ça a l'air de mais c'est pas facile du tout, de plus se laisser guider par l'étonnement et le désir qu'on a au travail que par la sensation qui est bien normale de vouloir se rassurer de ça c'est bien, ça marche. C'est pas fort parce que un texte ou des ébauches qui marchent, elles peuvent vraiment rester à l'état d'ébauche et finir par se fossiliser, par ne rien donner du tout. Il faut savoir aussi un peu saccager ce qu'on fait pour pouvoir vraiment mettre les mains dedans, quoi. D'autant qu'il ne faut pas se méprendre. Je pense que les éditeurs, ils ont besoin d'être rassurés. Ils aimeraient bien qu'on écrive le livre avant de l'avoir écrit. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien savoir que je vais écrire un livre. Je sais à peu près ce que je vais écrire. Et j'ai tout ça qui bouillonne à l'intérieur, mais je sais pas comment je vais l'écrire. Je sais pas comment je vais organiser telle scène. J'y pense au fur et à mesure. Je réfléchis, je change des trucs, mais j'ai toujours l'impression que si j'écris avant, c'est comme si on me dit les questions d'une interview à l'avance. Ça sert plus à rien, en fait. Parce que ce qui compte, c'est le cerveau qui tourne, quoi. Et donc, je me fais des pièges. Des fois, je fais une scène, je sais pas ce que je vais faire après, mais je me dis, va bien falloir que tu trouves. Quand j'habitais au Japon, je voyais souvent des éditeurs japonais. Un éditeur japonais m'avait dit, quand tu fais un premier chapitre d'un manga, ce qui est hyper important, c'est que tu mets tout ce que tu as dedans. Toutes tes idées, tu les mets dedans. Et je dis, mais tu fais comment dans le deuxième chapitre ? Tu fais mieux. Voilà, mais tu sais pas ce que tu vas faire. Mais peu importe, en fait. Ce qu'il faut, c'est pas l'esprit du challenge et de la réussite à l'américaine. C'est pas du tout ça. C'est juste être capable de se faire confiance, même quand on se fait pas confiance, c'est vrai. Et avec le temps, je me rapproche plus on va dire, du pourcentage de ce que je voulais réussir dans un projet par rapport au début. C'est-à-dire, alors que je sais moins ce que je veux faire dans le projet, mais je vois très bien l'esprit du projet, mais je sais que quand j'écrivais tout à l'avance, même si tout était écrit à l'avance, peut-être j'ai arrivé à 55% de mes ambitions sur un projet. C'était déjà beaucoup, mais maintenant, je peux écrire un truc pas loin. C'est pas du tout présomptueux encore ce que je dis, parce que c'est vraiment par rapport à moi et pas par rapport au lecteur. Mais presque à 80-85% de ce que je voulais faire. Des fois plus, il y a des livres comme Irena où on a surpassé nos vraies capacités de faire de la bande dessinée. On était meilleurs que ce qu'on aurait pu être tous ensemble. On a fait une BD magique et on n'a pas su pourquoi, mais on l'a faite. Et parce que à un moment, on se fait confiance en soi, aux autres, et qu'il y a un ego pour un livre et qu'on réussit à faire un livre un peu magique et ça se ressent chez les lecteurs. Donc, les dessins enfantins ne sont pas pour rien, je pense, dans Irena. Jeunesse, je dirais, pas enfantin. Ouais, mais dans le sens où ça dessiné tranche. par un enfant. Ouais, non, pas dessiné par un enfant, effectivement, mais dans le sens où ça tranche quand même avec le sujet, qui est grave, alors que le dessin est plutôt léger. Donc, je pense que ça aide aussi à... Ouais, dans Irena, c'est un piège. Le piège dans Irena, c'était pas d'adoucir les choses, c'était d'aller plus loin dans l'horreur grâce à un dessin jeunesse. C'est-à-dire que plus on va
s'approcher d'un dessin photoréaliste, et a fortiori la photo, plus le lecteur va être choqué, donc plus il va être choqué vite, plus il va refermer le livre. Moi, mon but, c'est qu'il continue à lire les horreurs que j'ai à lui raconter. Et donc, ça passe par la narration et passe par le dessin, la couleur, évidemment. Ouais. Donc, c'est ça le truc de la BD, c'est de pousser les gens à avancer. C'est pour ça que la BD, c'est avant tout une recherche de rythme dans la lecture. Comme on disait tout à l'heure, les gens, ils lisent jamais une BD de la même manière. Tout le monde lit à un rythme différent, à un endroit différent. Mais moi, mon métier, c'est de savoir à quel moment je vais pouvoir le multiplier, son rythme de lecture par 2, quel que soit son rythme de lecture, et le ralentir. Et ça, c'est mon boulot, quoi. Et ça, c'est technique. Et ça, il faut que je sache comment on fait. Donc, j'ai appris avec le temps, mais j'ai appris aussi en lisant d'autres choses que des BD. Hein. J'ai quand même lu pas mal de bouquins. Et puis, et j'ai fait des adaptations aussi de Hugo, de plein d'auteurs, de Dorgelès et tout ça, pour pouvoir comprendre comment ils travaillent de l'intérieur. Quand on fait une adaptation de livre, c'est pas la même chose que quand on le lit. On est vraiment plongé dans le style, dans la manière dont il a d'amener ses personnages et tout. Et donc ça c'est hyper important, en fait, je pense, de faire ça. Ça, c'est une différence majeure entre le roman et la BD. C'est justement le roman, on peut lire, pas en diagonale, mais lecture rapide, faire une lecture rapide du roman. Une BD, moi, j'ai besoin de m'arrêter sur chaque case pour voir les détails, puisqu'ils ne sont pas écrits, il faut aller les chercher un peu. Il y a ça aussi, d'aller chercher les détails dans les cases. Et je suis incapable de lire une BD rapidement comme je pourrais faire avec un livre. Je suis obligé de passer beaucoup de temps sur chaque page. Alors, ça me prend du temps de lire des BD. C'est bien, c'est rentable, du coup. Ouais. Moi, je suis incapable Je suis incapable de lire un roman rapidement. Ouais. Par exemple. Ça dépend des gens. Je vois ma femme, moi, qui lit beaucoup, qui lit pas mal. Elle lit très rapidement. Et je ne sais pas comment elle fait. Et même les BD, d'ailleurs. Et pour moi, je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse lire aussi vite une BD sans regarder chaque case précisément et voir ce qu'il y a dedans. Je ne suis pas ta femme, mais je suis pareil. Ah ouais? Ouais. Je mets 6 minutes et demie pour lire un One Piece. Ouais, là, One Piece, ça se lit vite. J'ai calculé. C'est rentable pour lire les 100 tomes, du coup, ça va. J'ai des secrets. Je les achète pas forcément. Ouais, c'est pour ça. Il y a beaucoup de choses qui font écho de toute façon, depuis le début, mais sur le fait de ne pas faire de plan non plus. C'est de jamais prévoir, mais je pense que c'est pareil, c'est une façon de répéter ce que tu as déjà dit. Mais j'ai vraiment cette conviction, que quelque chose qui n'est pas passé par l'écriture, que j'ai trouvé sans l'écrire, c'est pas de l'écriture en fait. C'est tout ce qui va passer par le travail est nécessairement plus intéressant que ce que je me dis moi toute seule. Et il y a vraiment un moment, je sais pas si c'est la même chose quand une BD apparaît, mais où je sens que le texte devient plus fort que moi. Et ça, c'est hyper agréable. Mais effectivement, c'est parce qu'on y a mis beaucoup de choses au départ, un peu tout comme ça. Et à un moment, c'est lui qui prend la main et il faut le suivre. Et il faut le suivre et c'est pas toujours évident. Et c'est marrant ce que tu disais sur le faire en sorte qu'il lit jusqu'au bout les horreurs que tu as racontées. C'est vraiment quelque chose, que ce soit au théâtre ou dans le roman d'ailleurs, dans l'âge, je veux dire, pas dans le roman en général, mais sur les récits de violence en fait. C'est-à-dire comment rendre... au théâtre, ça serait audible, ce qui est inaudible, comment faire en sorte que ça parvienne. Il y a toujours cette confusion en fait. C'est entre un récit de violence et un récit violent. C'est pas le récit en soi qui est violent, c'est ce qu'il raconte. Mais bon, il faut bien le dire, il faut bien le mettre en partage, il faut bien continuer à le penser, à l'exprimer, parce que sinon, c'est une violence bien pire, en fait. Enfin, pire, je sais pas, supplémentaire, en tout cas. Supplémentaire, pire, je pense. Ça se rajoute à la violence. Donc, non, je suis d'accord. Et puis, ce qui m'intéressait aussi beaucoup dans ce que tu disais tout à l'heure sur écrire, mais je trouve que c'est une assez belle allégorie de la vie. C'est-à-dire que je trouve d'abord, on croit qu'on est quelqu'un, et puis au fur et à mesure, on comprend qui on est. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, on essaye d'être d'accord avec qui on est par rapport à qui on croyait qu'on était. Et finalement, écrire, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est amener un projet de ce qu'on croit qu'on voulait faire jusqu'à ce qu'on est capable de faire à la fin, quoi. Et chaque livre, c'est une petite vie, en fait. Et moi, je les vois vraiment comme ça. Et alors, moi, ce qui est fou, c'est que je les oublie parce que... sans doute, c'est mon caractère, mais des fois, je relis des livres où des gens ils me disent « Ah, c'est bien, t'avais écrit ça dans ce bouquin. » Ah bon, j'avais oublié. Donc, mais malgré tout, si je les revois tous au fur et à mesure, je vois le cheminement assez clair du truc, mais qui paraît logique. Mais a posteriori, ça ne l'est pas du tout, mais il y a une sorte de logique qui se crée comme ça, étrange, quoi. Est-ce que vous avez des mentors? Encore un autre sujet, mais est-ce que vous avez des mentors? Moi, un mentor que j'ai pas connu, mais c'est Kundera sans doute, parce que vous en parliez tout à l'heure, mais c'est
et Hugo, mais c'est quand même Kundera sur le fait d'être capable de raconter des personnages vivants tout en sachant beaucoup plus de choses sur eux-mêmes qu'eux-mêmes et tout en gardant le suspense ou en tout cas quelque chose de passionnant tout au long de la chose. C'est-à-dire que lui, c'est Dieu en fait, il sait tout sur ses personnages et il nous le raconte au fur et à mesure. Et ça, c'est assez fascinant alors que le personnage lui-même ne sait pas pourquoi il fait ça. Et ça, c'est une vraie leçon de narration, c'est-à-dire que on est obligé de savoir tout sur ses personnages, même si on le sait pas. Moi, je le sais pas toujours, hein. Des fois, je tâtonne un peu. Mais sur Kundera, c'est peut-être en ça qu'il est un mentor, c'est-à-dire que lui, il sait vraiment tout, quoi. Parce qu'il l'écrit. Donc, on peut pas se tromper, il peut pas se tromper, il sait vraiment tout, quoi. D'ailleurs, quand on écrit un personnage, est-ce qu'on écrit même ce qu'on ne met pas dans la BD pour vraiment décrire un personnage dans son entièreté, dans toute sa personnalité? C'est difficile de dire ce qu'on met ou ce qu'on met pas dans la BD parce c'est aussi la différence, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui passent par l'image. Donc en tout cas, j'écris pas tout ce qu'est le personnage, mais par contre, on est censé le voir. C'est comme un acteur. On n'a pas besoin d'écrire j'ai faim si l'acteur il joue bien j'ai faim, quoi. C'est pas utile. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Et moi, après, mon boulot de varier avec les dessinateurs et leurs qualités différentes, c'est justement de savoir à quel moment pour le lecteur il va falloir que je marque j'ai faim, ou à quel moment dans une autre BD j'ai pas besoin parce qu'on va le comprendre quand même. C'est pour ça que la dernière relecture elle est hyper importante pour caler les derniers petits détails, voilà. Et éviter des trucs. Je vois dans des BD des fois des trucs, ça me fait hurler, genre elle marchait dans la rue avec son manteau rose et le personnage qui marche il a un manteau vert, quoi. Ou alors il était assis sur les marches de la bibliothèque et le gars est debout contre un café. Et tu te dis, mais relis ton bouquin, quoi. Tu vois, une fois, c'est pas grave, quoi. Et ça me fait toujours assez bondir, quoi. C'est un petit manque de travail. Mais pour le changement pour le fait de pas écrire, c'est aussi que je suis feignant, c'est que, il faut quand même l'avouer. Mais je faisais une BD qui s'appelait Nomade avec Sylvain Savoya et Philippe Bûcher. Et donc, j'avais écrit tout le tome 1 et j'avais écrit tout le tome 2 à l'avance. Et puis, à un moment du tome 2, je me dis, quand même, je trouve que c'est mou, quoi. Ça manque de rythme. Il faut que je trouve un truc, quoi. Le lecteur, il va s'emmerder, puisque moi, je m'emmerde déjà, donc ça va pas. Et donc, je suis allé reprendre un personnage de la première scène du premier tome, qui était pas du tout prévu dans l'histoire. J'ai eu à inventer une histoire, je l'ai fait apparaître, et j'ai complètement bouleversé mon histoire. Tout a changé, en fait. Et je me suis dit, mais ça servait à rien d'écrire tout ça, puisque de toute façon, je m'en suis pas servi. Donc, j'essaye de faire attention à m'éviter du travail supplémentaire. Est-ce que c'est pas parfois une qualité pour un auteur d'être feignant? Je sais pas, je vais dire oui, ça m'arrange. Pauline, toi, des mentors? Oui. Ouais, moi j'en ai des morts et des vivants, j'allais dire. Oui, parce que l'école dont je parle, moi j'ai été étudiante là-bas pendant 3 ans à Lyon, donc j'ai été accompagnée. Enfin, les directeurs de la section à ce moment-là, c'était Enzo Corman et Mathieu Berthollet, je le dis comme ça maintenant, je pense qu'ils ont vu avant moi ce que je pouvais faire, en fait. Enfin, et je le dis parce que au départ, je comprenais pas trop leur retour, je comprenais pas trop ce qu'ils voyaient dans les textes, parce que moi j'étais encore dans mon projet et pas dans le texte, donc je voyais que ce que je voulais faire et je voyais pas ce qui était là. Et j'ai vraiment cette sensation-là, oui, j'avais besoin que quelqu'un que j'admire ou que je crédite y croit à ma place pour pouvoir ensuite m'autoriser à y croire moi-même, quoi. Donc ils ont été très importants. Après, des mentors. Pas comment on dit mentrice féminin. Mentor, peut-être avec un E. Avec mentor. Oui, mais la plus grande pour moi, c'est Virginia Woolf pour un nombre innombrable de raisons. Mais s'il faut en retenir que quelques-unes, c'est sa créativité formelle, quoi. Enfin, vraiment la plasticité de ses livres. Enfin, c'est à la fois des plongées hyper subjectives, hyper sensibles, et des architectures expérimentales. Enfin, et il n'y a pas deux livres qui se ressemblent. On est étonné de lire une facture classique chez elle. Enfin, et puis évidemment pour toute sa pensée de la littérature et toute sa pensée du féminisme, quoi. Enfin, Virginia Woolf, c'est vraiment une lecture de chevet. J'y trouve toujours quelque chose, que ça soit dans ses essais, dans son journal mais qui est d'une incroyable, mais qui est le journal d'un écrivain. Enfin, c'est qui n'est pas le journal intégral, parce que le journal intégral c'est très 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 long, mais il y a aussi une édition qui a été faite par son mari après sa mort, du journal d'un écrivain, où là vraiment quand on est au travail, c'est vraiment une compagne remarquable, quoi, parce qu'elle était très 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 au travail et elle pensait son travail. Et
Donc oui, Virginia Woolf, C'est un peu comme Duras pour Agathe, tu la cites dans tous les interviews. c'est toujours de tout mon cœur, donc c'est toujours très, très sincère. Et après, c'est vrai que j'ai l'impression que chaque texte a son petit mentor ou sa petite mentor, a ses guides, en fait. J'ai l'impression que sur ce que tu écris. Oui, ça m'aide en fait aussi de choisir ou de trouver un ou une guide pour chaque texte. Là, c'est Wittig qui me guide en ce moment. Woolf, c'était sur le précédent roman. Sarah Stridsberg était là aussi. Et Jean Genet également. Genet, mais Genet, ça a été la découverte du théâtre, en fait. Enfin, vraiment, la découverte, de la conscience de la forme, que des choses pouvaient se raconter par la forme. De ce que, en prépa, on a étudié les bonnes et le balcon. C'est comme ça que je suis allée vers le théâtre. Et ce qui m'a passionnée dans l'étude des textes de Genet, c'est le terme un peu jargonneux du métathéâtre, c'est-à-dire le théâtre qui parle de théâtre, et donc de la forme qui parle d'elle-même, qui se réfléchit elle-même à l'intérieur même de l'écriture. Enfin, c'est cette double lecture permanente m'a totalement fascinée, et je crois que mais ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, je crois que chaque texte raconte l'histoire de son écriture aussi, est guide, est façonné par ça aussi, moi, parce que ça raconte d'éléments autobiographiques, ou ça même moi, des fois, je les identifie pas trop, puis surtout, ça m'intéresse pas. Mais en revanche, de qu'est-ce que ça m'a fait travailler dans l'écriture, quelle difficulté j'ai eue, une difficulté rencontrée vient raconter énormément de choses de ce qui est en train de se passer dans un texte, en fait. Enfin, raconte le texte même plus que ce qui vient de manière plus évidente. Donc ça a vraiment été une clé. Ouais. Et j'ai quand même Faulkner aussi, mais pour des raisons proches de Woolf, en fait, sur l'intériorité et la forme. Ouais, Faulkner aussi. Je vais revenir un petit peu sur Genet. Alors, je ne sais pas à quel point il t'a inspiré dans ta façon d'écrire, mais il aborde parfois l'érotisme dans ses ouvrages. Et toi-même, dans l'âge de détruire, pour ne citer que cette œuvre, tu décris des scènes de plaisir charnel, de découverte de corps, du sien, du celui de l'autre, en interrogeant aussi la question du consentement. Et j'ai dit, on en parlait tout à l'heure, tu as écrit alors moi, tu as parlé d'érotisme, j'avais écrit BD porno. C'est aussi une BD porno. On est d'accord. Donc, qui s'appelle Gaijin, qui aborde la question également de l'appropriation de son corps, de ses désirs, même si c'est bien plus que ça, évidemment. Comment vous abordez ce courant littéraire, et est-ce qu'on écrit des scènes érotiques comme on écrit d'autres scènes ou des ouvrages entiers, en ton cas? Si c'est dans le cas de Gaijin, oui, parce que je dirais qu'à la place d'une course de voiture, je fais une scène de sexe, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire au niveau du rythme, ça détend un peu le lecteur. Donc c'est quasi la même chose, en fait. Avec un petit truc en plus, mais c'est comme ça. Après, un petit truc en plus, je l'ai lu. Ouais, c'est le dessinateur, c'est sa spécialité. Mais c'est pas moi. Mais c'est Gaijin, si tu veux lire la BD. C'est une BD étrange. C'est une BD intéressante parce qu'elle m'a valu un procès Ah oui. Un faux procès, mais disons un procès sur Internet, voilà, petit procès médiatique sur la couverture, et ça m'a beaucoup intéressé justement ce moment-là, parce que sur la couverture, c'est la jeune fille qui est une japonaise. Sur une table avec des sushis sur elle et des mecs autour qui mangent quelque chose. Et donc, quand j'ai travaillé la couverture, j'ai vraiment dit au dessinateur, fais attention, il faut qu'elle ait les dégoûts, qu'elle ait l'air dégoûtée de faire ça, et que les mecs ils soient horribles. On voit bien que c'est les mecs qui sont horribles et qui sont dégueulasses et qui le font, tu vois. Et en fait, la polysémie de l'image fait que des gens qui ont eu envie de voir l'inverse voient l'inverse, en fait. Ouais. Et c'est très intéressant, en fait, justement, comment le regard, il est tourné par une espèce d'habitude. On m'a dit à un moment, d'ailleurs, t'as pas le droit de faire une BD sur les femmes racisées. Est-ce que j'étais obligé de dire que les japonaises au Japon ne sont pas racisées, puisque c'est l'histoire d'une japonaise au Japon. Et donc, c'est intéressant, vraiment, comment ce travail, il doit être fait pour être... je sais pas tellement comment l'expliquer. Comment on pourrait faire pour que tout le monde voit la même chose au même endroit, ce qui est pratiquement impossible. Et donc, dans ce qu'on va appeler le sexe, ça s'appelle comme ça d'ailleurs, donc on va l'appeler comme ça. Pas d'autre goût. Mais par rapport au porno, je trouve que justement, le sexe, il n'y a pas tellement de différence pour moi entre l'érotisme et le porno. La différence, c'est celui qui regarde, en fait. Ça dépend, en fait, exactement des limites de la personne qui est capable de regarder. Souvent, on m'avait dit sur Irena, enfin, j'ai eu 2 personnes
Une qui m'a dit ah bah mon fils il a 10 ans, je peux pas lui faire lire ça, c'est trop dur. Et quelqu'un juste après qui lui a dit moi j'ai fait lire à ma fille qui a 10 ans, elle a trouvé ça génial. En fait c'est pas tellement je pense que c'est pas tellement l'enfant qui compte, c'est la vision du parent sur l'enfant. Ça. Et en fait on est toujours dans cette espèce de décalage là. Et je vois là il y a eu cette polémique sur CNews. Est-ce qu'ils font pas des polémiques parfois, mais oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de polémique. Voilà qu'on dit que le plus grand nombre de morts par an, c'était les avortements. Et après, ils ont dit ah ben non, c'était une erreur. Ben, mon cul, c'est pas une erreur, évidemment, mais c'est de l'idéologie, en fait. Mais en fait, ça dépend toujours comment on voit les choses. Ou est-ce que j'aurais pu faire que tout le monde voyait exactement la couve que je voulais faire, ou est-ce que j'étais naïf et que c'est impossible, en fait. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est un travail vraiment très intéressant qui tourne en permanence derrière pour essayer de travailler sur ce sujet-là. C'était des critiques que tu avais donc anticipées, plus ou moins. Non, quand le bouquin est sorti. Ouais. D'accord. Voilà. Que je peux comprendre. Après, c'est un bouquin porno, il est sous plastique, il est marqué interdit aux moins de 18 ans. Mais c'est ça qui est intriguant dans les bouquins porno, c'est qu'ils sont sous plastique et tu sais pas ce qu'il y a dedans. Non. Et si tu veux savoir, tu es obligé de l'acheter. Ouais, c'est sûr. T'as pas le droit si t'as pas 18 ans. C'est vrai. Et toi, comment tu écris les scènes de sexe? Est-ce que tu les écris comme d'autres? Elles sont, moi je trouve dans le roman, détaillées, écrites comme tout le reste du roman. Il n'y a pas de différence entre ces scènes-là et les autres? Bah oui, mais oui. Non, mais je riais à ce que tu disais sur la couverture. Est-ce que c'est possible que tout le monde voit la même chose? Mais je crois que non. T'as raison. Enfin, je pense à un texte, un texte de théâtre qui s'appelle Point, et puis même dans l'âge d'ailleurs, des scènes qui pour moi étaient clairement des scènes d'agression. Les gens y voyaient du sexe, donc tu te dis mais comment tu peux ne pas voir qu'il s'agit d'une agression. Enfin, alors que vraiment ça me semblait moi vraiment écrit quoi. Enfin pour le coup pas du tout ambigu quoi. Donc ouais, je comprends toujours pas, hein, mais bon clairement j'ai dit bon bah soit on veut pas voir, soit on ne reconnaît pas. Bon ça c'est un autre sujet, on ne reconnaît pas l'agression là où elle est, mais pourtant c'était pas une petite agression, mais bon très bizarre quoi. Je pense que le sexe est toujours le plus fort dans la tête des gens de toute façon. C'est toujours le sexe qui viendra en avant. À mon avis il y a pas grand chose à faire là-dessus. C'est toujours la première chose qu'on verra. Étrange. Oui après en fait, en fait, c'est comme n'importe quelle séquence. C'est pourquoi il y en a besoin, pour raconter quoi. Il faut pas en mettre. Enfin, moi, j'en mets absolument pas à tout prix. Enfin, si c'est nécessaire à l'histoire, si ça vient éclairer quelque chose de la situation, du rapport. Voilà, moi, comme je disais au début, je travaille quand même de manière obsessionnelle ou acharnée, je sais pas sur les violences faites aux femmes et les violences sexistes et sexuelles. Donc j'y reviens quand même de fait régulièrement. Mais en fait en même temps c'est un vrai défi parce que on l'a beaucoup entendu. Enfin voilà, autour de la culture du viol, etc. On a des représentations en fait déjà tellement présentes. Enfin et il y a toujours la question il ne s'agit pas de venir en produire une autre. Enfin mais de comment le raconter autrement, ou de pourquoi le raconter 7 fois, qu'est-ce qu'on veut faire entendre cette fois-ci, comment, tu disais le sexe, on voit que ça, c'est vrai, mais comment du coup crever cet écran-là qui est quand même très très épais, quoi, et très très costaud, et peut-être que c'est par rapport à d'autres séquences ou d'autres natures de scènes, disons, il y a peut-être à taper un petit peu plus fort, il y a peut-être un bras de fer qu'on a nécessairement avec l'imaginaire collectif, quoi. Ouais. Comme ça, tout dépend de ce dont on parle, de ce dont parle le livre. Mais... Et pour revenir à ce que tu disais, donc effectivement, tu écris beaucoup sur la place des femmes, et on en parlait tout à l'heure dans Les femmes qui nagent, donc la domination masculine dans le monde du cinéma, c'est quelque chose qu'on a aussi reproché à un moment à la BD. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Ou est-ce que ça l'a déjà été? Est-ce que c'était pas juste des fabulations On a tout reproché à la bande dessinée. Oui, c'est vrai, un peu trop. C'est pas très grave. Oui. On a reproché de rendre les gens... que ça allait rendre les gens violents, qu'ils allaient aller tuer des gens dans les rues. Moi, j'en ai lu beaucoup. Il faut trouver des coupables. Voilà, tous les gens qui ont tué des gens disent qu'ils ont tué personne. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Puis si ça n'avait pas été la BD, ça aurait été quelque chose d'autre. Après, c'est une vidéo, ça change. Voilà, selon chaque époque. Et j'imagine que quand le livre est apparu, on a dit pareil. On a dû dire « Ah là là, mais non, la culture orale, c'est tellement bien. Les livres, ça va rendre les gens bêtes. Et puis après, ils vont relire et puis ils vont rien comprendre. Ah non, ça, il faut pas. » Voilà, comme la traduction de la Bible... qu'a fait un tel scandale quand on a décidé de la traduire plutôt que de la laisser en latin parce que les gens comprenaient pas. C'est toujours le même système. Ça date pas d'Internet en fait.
Et puis c'est inscrit dans des sociétés, dans des temps de société. Enfin, je veux dire que ça vaut aussi pour la littérature, enfin, sur des représentations de domination sexiste. Dans la littérature, on en trouve aussi, contemporaine déjà, et puis d'autant plus si on remonte les siècles. Hein. C'est pas forcément propre ni au cinéma, ni à la BD, enfin, dans la peinture, c'est pareil. Enfin, c'est une culture, quoi, donc, qui produit ces représentations. Et C'est un miroir tendu sur la réalité d'un temps, de toute façon, donc forcément. Tu vois, c'est pour ce genre de phrase que je t'ai demandé de venir. Bah, je te remercie. J'en ai pas dites beaucoup en plus. Donc oui, mais elles sont perspicaces, efficaces. Je le disais en préambule, vous avez tous les deux remporté des prix prestigieux. Quel est votre rapport aux prix, aux récompenses? Est-ce qu'on y pense quand on écrit, justement? J'en ai rien à foutre. Ouais. Vraiment. Bah, si, je suis content d'avoir eu le prix Goscinny, mais si je l'avais pas eu, j'aurais pas rêvé que j'allais l'avoir. Donc ça n'a pas vraiment d'importance, non, vraiment. Au contraire, on va pas se rajouter de la pression avec ça. Ouais. Oh bah non, bah j'y pensais pas du tout non plus. Puis alors, enfin, en fait, on pense à l'étape d'après. Hein, déjà finir un manuscrit qui se tienne, arriver au bout de cette page, puis trouver un éditeur, puis que le premier rendez-vous avec l'éditeur se passe bien. Enfin voilà, c'est étape par étape. Hein, pas. Ah non, j'y pensais pas. Ça m'a jamais traversé en fait. C'était déjà que le livre existe. C'était énorme pour. Ça ne rajoute pas un poids quand on gagne un prix comme ça sur les prochains ouvrages qu'on écrit? Oh bah moi je le vis, enfin j'essaie de pas le vivre comme ça en tout cas. Enfin, en fait et c'est peut-être dû à l'âge de détruire qui a été. J'en parle, ça a l'air un peu naïf, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens en fait. Enfin parce que voilà, c'était un travail long que j'ai failli laisser tomber, tout ça. Enfin, j'ai le sentiment d'un livre qui s'est battu pour exister, parfois même contre moi en fait, parce que je pouvais plus, quoi, tout simplement. Et du coup, qu'il soit défendu comme ça, et je le savais, que c'était un livre pas facile à défendre, dans librairie, tout ça, on me l'avait dit, donc j'étais très consciente de ça. Pourquoi? Parce que le sujet est quand même un peu compliqué. Ouais. Enfin voilà, c'est pas. Les gens disaient en fait on sait pas trop, mais c'est ok. Enfin moi je trouve ça. Il y a un article comme ça qui est paru dans Art Press et la journaliste commence comme ça en disant je ne sais pas trop comment vous parlez de ce livre, tout ça. Moi, je trouve ça super, en fait. C'est bah voilà, du coup, c'est une très belle manière d'en parler que tout de suite poser un cadre très clair. Voilà, c'est ça abîme. Non, voilà, là, on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Bah, en fait, ouais, moi non plus, j'étais bien en peine d'en parler. C'est quand même très bizarre, en fait, de se retrouver en rencontre, en disant, en ayant en tête, bon, bah, t'es aussi là pour donner envie aux gens de l'acheter, mais t'as vu l'histoire que tu racontes, c'est un petit peu bizarre quand même de donner envie pour une histoire comme ça. C'est vraiment, c'est pas très confortable. Tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de faire en fait exactement, quoi. Donc voilà. Donc à la fin, tu parles du travail. Oui. C'est ce qui résout tout. Tu parles du travail en fait. C'est comme ça qu'on vend ce genre de livre en librairie. On vend des formes littéraires. On vend une aventure littéraire. Une aventure d'écriture et une aventure de réception littéraire plus qu'une histoire. Et à la rigueur, on ne peut rien dévoiler de l'histoire de l'âge de détruire en le vendant à un lecteur potentiel. Ouais. On a rarement des lecteurs qui rentrent et qui disent « Oui, bonjour, bah, aujourd'hui je suis particulièrement heureux et donc j'aimerais bien lire un livre qui me fout bien le seum. » Ça n'arrive jamais. Donc c'est soit plus souvent l'inverse, soit... qu'est-ce que vous pourriez me proposer en ce moment qui se singularise par rapport au reste? Qu'est-ce qui vous a plu dernièrement? C'était comme quand, là, en septembre, on a dû défendre Triste Tigre de Neige Sino. C'est compliqué de dire, alors là, on a un excellent livre sur l'inceste, formidable. Non, mais c'est impossible de dire ça. Donc, bon, en l'occurrence, le Triste Tigre s'est vendu tout seul par la promotion. Et l'âge de détruire aussi, d'une certaine manière, après toute cette mise en lumière qui a été faite autour du livre. Mais au départ, quand il est arrivé en librairie, bon, à l'époque, je travaillais pas en librairie, mais... À la Belle Image, on peut dire. Hein. Oui, je travaillais pas encore à la Belle Image, mais moi, je l'ai acheté comme un parcours de lecture, sans savoir du tout, en plus, les éditions de Minuit, en 4e de couverture, ils dévoilent rien. T'es obligé de faire une confiance aveugle. Tu es obligé de faire confiance dans le projet d'une maison d'édition, dans un choix éditorial, et c'est toute une culture. Donc en fait, quand on est libraire, les livres comme ceux de Pauline, on est obligé de les conseiller avec une intelligence particulière et à un lectorat averti. Voilà. Et tiens, toi qui es éditrice, oui, mais libraire également, une librairie qui vend à la fois des romans et des BD, quand on te dit j'aimerais lire tel ou tel
type d'histoire, tu sais que tu vas orienter plus vers un roman, plus vers une BD. Ça t'arrive d'orienter vers une BD Oui, complètement. Ouais. Ah oui, pour moi, c'est complètement indifférent. Indifférent. Dans le panel de livres que je vais proposer aux lecteurs, il va y avoir autant de littérature que de BD ou de romans graphiques. Ah oui, oui, complètement. Bah oui. C'est même le roman graphique est même une nourriture très particulière. Et des fois, des gens qui arrivent en voulant absolument un roman. Et puis quand je creuse un petit peu leur désir de lecture, je me rends compte que non, ils ont envie de s'évader autrement, ils ont envie d'images qu'on leur propose sur la page. Donc là, oui, on va directement vers la BD et le roman graphique et on leur propose des histoires. Là, la BD que j'ai sous les yeux sur les Manouchians, en ce moment, il y a guère meilleur support pour parler et divulguer ce message et cette histoire que ce genre de bande dessinée. Donc, à la librairie, elle part comme des petits pains. On a de la chance alors. Ah mais non, vraiment. Mais l'État nous a bien aidés, il faut, ouais, avec le Panthéon. Ben oui, ça tombait bien. Non, j'essaie. Enfin, pardon, juste. Terminer tout simplement aussi de répondre à. Parce que tu disais, c'est aussi une forme, une aventure littéraire et tout. Et je crois que le Goncourt, c'est ça, en fait, aussi. Enfin, en tout cas, celui du premier roman. Et puis, ce qui a été très émouvant aussi, c'était que je suis arrivée aux éditions de Minuit au moment où il y avait un changement de direction. Et donc, pour Thomas Simonet, qui est l'éditeur actuel, on était avec Claire Baglin, on était ses 2 premiers romans chez Minuit, en fait. Qui est alors, je ne sais pas comment marchent les autres, mais qui est une maison où il avait aussi à faire ses preuves quelque part. Il était très, très inquiet de ça. Enfin, mais aussi au regard du métier, évidemment, mais aussi au regard des autres auteurs maison. Enfin, moi, je reçois tous les livres Minuit qui sortent. Enfin, c'est hyper, hyper chouette de vraiment te dire, tiens, il y a vraiment une communauté quoi, d'écrivains, d'écrivaines qui se lisent comme ça. Pour Thomas Simonet, c'était aussi un moment important. Quoi. On était un peu dans le même bateau quelque part avec ce livre. Puisqu'il y avait un enjeu aussi pour lui. Je ne sais pas si tu avais fini, mais pour revenir à la question des prix, c'est vrai que pour moi, le plus important, ça a toujours été d'avoir la possibilité de faire le livre d'après. Ouais. Donc, c'est soit une question de vente, soit une question d'image. C'est l'un ou l'autre qui intéresse les éditeurs. Des fois, il y a les deux. Sur le Manouchian, on a les deux. On a de la chance, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il faut soit donner une bonne image de son travail à un éditeur qu'il ait envie de publier le prochain, soit lui faire des ventes et que ça nous permette aussi de faire le prochain. Donc, dans ce contexte-là, les prix sont une chance supplémentaire de pouvoir faire le livre d'après. Voilà. C'est ça. Mais c'est la seule chose à laquelle je pense vraiment. On approche tout doucement de la fin d'émission. On a parlé beaucoup de vous, de ce que vous faites, de votre qualité d'auteur. On va parler peut-être un peu plus de vous enfants, de vos recommandations, des sujets peut-être un peu plus légers. À commencer par savoir ce qu'écoutaient vos parents quand vous étiez petit. C'est Bernard Lavilliers. Bon, Bernard Lavilliers. Mais moi aussi, toujours. Donc ça t'a influencé dans tes goûts. C'est une de mes plus grosses influences. Ouais. Je suis allé au Brésil pour ça. Je suis allé à Caruaru. Pour aller voir... Dans l'hôtel Centenario, dans la chanson. Ah oui, d'accord. Gringo, ouais, vraiment. Ça t'inspire dans ta manière d'écrire ? Ouais, je pense le voyage, ouais. Écrire en voyage, faire des photos, mais écrire... là, je voyage moins, mais j'ai eu une période où je voyageais beaucoup, et donc j'étais... pour découvrir des nouvelles choses, parler d'un nouveau pays, on ne peut pas en parler si on n'y est pas allé, parce qu'on ne sait pas tellement comment les gens fonctionnent pour de vrai. Voilà. C'est pas la réalité d'un pays. Voilà. Donc, Lavilliers, c'est sans doute mon influence majeure. Après, il y a Kundera qui est arrivé. Mais c'est vrai que c'est Lavilliers, c'est sûr. Et tu parlais de photos, justement. Tu fais beaucoup de photos ? Non, j'en faisais. T'en fais plus ? J'en faisais quand je voyageais, mais là, à Reims, je vois pas trop. Fontaine-Subé. Voilà, c'est sympa, mais bon, quand il y a un peu de mousse dedans, c'est bien. Mais... donc, non, mais quand je voyageais, j'allais... En fait, mon appareil photo m'emmenait dans des endroits où je ne serais pas allé. Sans mon appareil photo, dans les favelles de Fortaleza, dans la Bicha 31 de Buenos Aires. Voilà, ça m'attirait par là. Bon, c'est un objet transitionnel. Je faisais des photos, mais c'était aussi... j'en faisais aussi pour y aller, quoi. Donc, ça, c'était important. Maintenant, je voyage... Moi, je suis passé dans une autre vie. Si je dis à Madeleine Riffaut, tu vas rire, je pars 3 mois en Amérique du Sud, elle va pas rire, en fait, en vérité. Donc,
pour l'instant, ma vie, c'est avec elle. Elle a 99 ans. On va voir ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est bien, j'aime bien cette idée de que les vies se succèdent comme ça. Et toi, Pauline, tu te rappelles? Pas du tout, tu sais plus. Donc ça ne t'a pas influencé aujourd'hui. Tu fais tes propres choix, tes propres découvertes musicales. Quel enfant étiez-vous? Avec plus de cheveux. Je sais pas. C'est tant que vous avez changé. C'est sur la réponse des cheveux qui remontent. Moi, j'avais des dents affreuses. Moi, j'avais la double dentition, c'est les dents qui poussent et celle qui est censée tomber qui tombe pas. Ah ouais, pratique. Ouais. Tu peux manger 2 fois plus, 2 fois plus vite. Quel est votre plus ancien souvenir? La sortie de Star Wars au cinéma à Versailles, je pense. Début 80, 77. 77. Ouais. Ouais, moi, je n'étais pas né, alors excuse-moi. Ouais. Non plus, pardon. Vous connaissez Napoléon? N'importe qui? Non, il est dans Star Wars. Oui, j'ai pas compris. Pauline, est-ce que tu as un souvenir comme ça qui te revient? Peut-être pas le premier, mais celui qui te revient en premier en tête, celui qui t'a marqué le plus. Je sais pas s'il m'a marqué le plus, mais j'ai essayé de trouver les souvenirs les plus vieux que je sais plus de l'intérêt. C'est le souvenir de décoller un chewing-gum du trottoir et de le manger. Oh non. J'ai encore la sensation des Oh. graviers. Mais tu l'as plus là, le chewing-gum? Non, mais j'ai encore des graviers. Tu avais quel âge surtout? Je suis très petite. Oui. Ah oui. C'était hier soir. Quel est le premier livre qui vous a marqué? 5 colonnes à la une de Pierre Gamarra, je crois. Je crois que c'est ça. Que j'ai lu, CM2, en arrivant à Reims, parce que je suis né à Reims. Après, je suis allé habiter à Versailles il y a 9 ans. Voilà une histoire très intéressante. Et je suis revenu à Reims et j'ai commencé à lire vraiment là. Avant, je lisais des BD ou je me faisais lire des BD, mais le premier roman, c'est ça, ouais. Moi, je me souviens de romans un peu d'enquête. Mais alors, les titres, j'avais du mal à les retrouver. Mais le premier roman qui m'a vraiment, vraiment marqué, c'est Rebecca, de Daphné du Maurier, que au collège, j'ai dû lire 10 fois, mais je le lisais en boucle. Enfin, j'étais totalement obsédée par ce livre, par ce lieu aussi, par cette maison hantée. Il y a quelque chose, on y revient. Oui, il y a clairement quelque chose, oui. Non, mais quand il y a eu un joli portrait de Daphné du Maurier là, sur Arte il n'y a pas longtemps, et c'est sa fille qui raconte, quand on parlait des lieux inspirants, mais que c'était ça, elle avait besoin d'aller dans des lieux chargés d'histoire pour dialoguer avec les lieux aussi, et avec leurs fantômes ou leur imaginaire. Et dans le manoir qui a inspiré Manderley, où elle vivait, sa fille raconte qu'elle enlaçait les murs de la maison. Enfin, elle avait un rapport très fusionnel aussi au lieu. Ouais, c'est... Celui-ci, voilà, la musique, non, mais je pense que Manderley, ouais, j'y retourne régulièrement. Et votre livre de chevet actuel? Je lis quand même pas mal de BD. Peut-être mon seul livre vraiment de chevet. En fait, je lis beaucoup de livres sur les Bunsborn, sur la guerre. Donc, c'est pas très marrant, mais peut-être les chroniques de la Résistance, ouais, de Alain Guérin, peut-être. C'est celui que je regarde le plus en permanence, mais c'est pas celui que je lis le plus, mais je le regarde quand j'en ai besoin, quoi. Moi, je suis en train de lire, en tout cas, les deux cheveux, c'est ça ce que tu entendais, mais L'appel des odeurs de Ryoko Sekiguchi, qui est sorti il y a pas longtemps, chez POL, et qui est une... Enfin, Sekiguchi, elle a fait tout un parcours comme ça littéraire à travers les 5 sens, et là, c'est autour des odeurs, donc c'est très beau. Enfin, elle voit ça, pas par le biais vraiment olfactif, elle parle vraiment des odeurs comme choses qui visitent et qui nous permettent de nous déplacer, enfin, donc à la fois dans le passé, dans les espaces, dans les œuvres, et c'est une langue très délicate. C'est un livre qui se lit lentement, pour le coup, enfin, particulièrement lentement, enfin, qui appelle à l'arrêt, à la lenteur, à reconvoquer ses propres sensations aussi, mais c'est très beau. Agathe, toi, est-ce que tu as un livre de chevet ou un livre à recommander? Je sais pas. Là, en ce moment, je suis en train de lire Solal ou La chute des corps de Louis Vandel, qui est un très beau texte sur le trouble de la bipolarité. D'accord. Et plus largement sur la santé mentale des proches qui nous entourent. Et je trouve que c'est un texte très sensible, que j'aime beaucoup, que j'espère finir ce soir, avoir la force de finir ce soir. Il me reste une dizaine de pages.
Mais là, dernièrement, j'ai lu Métamorphosée et le problème, c'est que je suis incapable de me souvenir du nom de l'autrice. Mais ça vient de sortir et c'est un texte fabuleux en 3 parties sur le détachement d'un fils pour sa mère. Et dans la deuxième partie, on comprend que la mère est devenue, dans un futur lointain, est devenue une nymphe, presque une déesse. Et dans la troisième partie, la mère est devenue une clairière. Et donc le texte se délite. Au départ, on est dans une narration très dense et très violente. Et en passant par la deuxième jusqu'à la troisième partie, on arrive à une poésie. C'est limite 2-3 mots qui se battent en duel à la fin. J'ai trouvé ce texte d'une intelligence ultra rare. Et C'est chez qui, tu te souviens? c'est chez Grasset. Ouais, c'est extraordinaire. Eh ben, je vais citer aussi, enfin, j'ai donné aussi un livre à recommander. Alors, pas une BD, ce serait trop facile pour moi. L'Âge des Destruire, c'est le dernier que j'ai lu, donc on vient d'en parler déjà. Mais l'un des derniers livres aussi qui m'a marqué, c'est Estampes, qui est un recueil de poèmes écrit par Agathe. Non, c'est Escar. Ah, Escar, pardon. J'ai dit quoi? Estampe. Estampes. C'est pas le même Escar, genre d'art. Hein. c'est pas du tout pareil. Et tu disais oui, Estampes. Oui, non, mais Estampe, parce Escar. qu'il pourrait y avoir un recueil de poèmes qui s'appelle Estampe. Donc, oui, Non, j'acquiesce. et en plus, Estampes, ça ne fait pas sens du tout avec le livre, contrairement à Escar. Oui. Donc, c'est l'un des derniers que j'ai lu. Et j'aime bien parce que moi qui ai du mal à lire des gros textes, là, un recueil de poésie, ça se lit facilement. Là, la poésie, j'y vais plus facilement. Donc, c'est un livre que je pourrais recommander. D'ailleurs, tu viens de le faire. Ben voilà, ça y est. Bah, je te Que je remercie. recommande aussi chaudement, que j'ai trouvé très beau et très cool. Estampes ou Escar? Oh. Escar. Je l'ai pas lu. Je le note. Quel est votre rapport à Reims? Reims, c'est comme mon cerveau. C'est-à-dire, c'est une ville que je vois plus, en fait. Je vais à des endroits où j'ai l'habitude d'aller. Quand je suis à Reims, je suis l'inverse d'un voyageur. Donc, je vais chez Bédérama, je vais à divers endroits, je vais faire des courses. Je perds un minimum de temps dans Reims. Et ce que je fais à Reims, c'est que je travaille. Ouais. C'est-à-dire que quand je suis parti, j'ai pas le temps de travailler beaucoup. Donc, dès que je suis à Reims, j'en profite pour me mettre dans mon canapé et travailler. Donc, puisque je travaille dans mon canapé devant la télé, c'est quand même un luxe énorme. Mais c'est important parce que le canal de Reims est important pour moi parce que quand j'étais gamin, on l'avait visité avec l'école et je voulais être marinier parce que j'avais vu que le gars avait une télé devant sa barre pour piloter sa péniche. Et donc, j'avais rêvé d'être ça. Et finalement, je suis pas devenu marinier, mais je travaille quand même devant la télé. Donc, Reims, Regardez Dragon Ball Z. Et Club il Dorothée. n'y avait pas encore à l'époque, mais je l'aurais fait sinon, sans problème. Et toi, ton rapport à Reims, Pauline? Bah, tu l'as dit, moi je découvre. Hein. Je suis là depuis un peu moins de 2 ans. Pour autant, je pense que dans le mode de vie, on n'est pas très différents. Mais je suis, là, je travaille à la maison en fait. Puis après, j'ai mes petites habitudes. La belle image en fait partie. Et il y a une espèce de port d'attache comme ça. Et non, mais je découvre en fait. Je découvre et là, ce qui m'a vraiment frappé, enfin vraiment chanté dernièrement, c'était le. Alors, je ne sais pas si le titre, enfin le nom sera exact. C'était le marché des artistes et des artisans de Noël. Au Cellier, les Pères Noël. Ouais, c'est ça. Et il y avait énormément de choses très très belles, très très surprenantes. Et c'était assez génial de discuter avec tous les exposants, les exposantes et d'entendre. Mais oui, je vis à Reims. Et moi aussi, je vais. Mais c'est génial. Il y a plein d'artistes super ici. Pardon, c'était le dernier. Événement de découverte. Mais Reims est une ville culturellement et artistiquement hyper riche. Mais j'ai l'impression qu'on ne s'en rend pas compte en dehors du cercle de la culture. Quand j'en parle à des gens, les gens en général ils disent qu'il n'y a rien à faire à Reims. Sauf quand ce sont des musiciens, des artistes, là ils voient là ce qui se passe. Mais je pense que tout simplement les gens ne sont pas curieux d'aller chercher ce qui se passe, ce qu'il y a à faire. Je le vois avec Bocal, je communique sur les événements qu'il y a et avec toutes les salles. La comédie, l'opéra, le manège, la carto, l'aréna. Et ça, c'est que pour la culture. Il y a aussi un sport très riche aussi sur Reims. Il y a énormément à faire à Reims, culturellement. Je trouve qu'on est vraiment vernis. Et puis, il y a les petits lieux aussi. Exactement. Le chemin vert, le cellier, le jardin parallèle. Après, à Tarbes, tout ce qui est carré blanc. Il y a des formes très sympas. Et puis, même dans des lieux insolites, parfois.
les associations comme Jazz Us qui proposent ce festival de jazz quand même important, mais parfois avec des concerts très intimes à Carnegie. Tu te retrouves avec un saxophoniste et une contrebasse en plein milieu de Carnegie, c'est exceptionnel. Donc, je pense qu'il y a juste un problème de communication. C'est ce qu'on disait. Oui, parce que j'ai la sensation d'une ville assez secrète, assez discrète, mais pas fermée. Pour le coup, ne serait-ce que la librairie, tout ça, ou le chemin vert, où on a travaillé un petit peu avec une compagnie récemment, puis tous les spectateurs et les spectatrices qu'on a rencontrés à ces occasions-là, c'était avec la compagnie Tendre et la Nuit, on a fait des séries de portraits au chemin vert, qui vérifient que les gens sont prêts à venir, quoi. Qu'il faut aller les chercher un petit peu, mais que sinon, il y a de la curiosité, il y a de l'accueil. Pour le coup, Lyon, où j'ai vécu aussi, c'est beaucoup plus fermé. Ah ouais. Ah oui. Alors, plus de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a plus de choses, tout ça, mais socialement, c'est une ville très fermée. Mais c'est pas l'image qu'on en a. Ouais, mais c'est pas forcément l'image que peut donner Reims non plus. Ouais. D'être ouverte, et en fait, je la trouve assez ouverte. En étant là depuis à peine 2 ans, je me rends compte que j'ai rencontré plein de gens. Oui, parce que de l'extérieur, on dit souvent que les Rémois sont cons, sont fermés, sont hautains. Je pense qu'on n'a pas. Oui, c'est ça, exactement. Ce sont les Rémois qui disent ça. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Et ça, moi pareil, je vais pas dire que j'ai pas rencontré de cons. Il y en a partout. Ouais, il y en a pas qu'à Reims, j'en ai rencontré de temps en temps ailleurs. Mais effectivement, et dans le milieu de la culture, j'ai rencontré énormément de gens hyper intéressants, hyper sympathiques, qui s'ouvrent très facilement à des projets, qui te font rencontrer d'autres gens. Et... Non, à Reims, il y a vraiment de quoi faire. Non, puis en dehors du milieu de la culture aussi, vraiment, qui sont heureux de passer la porte, de venir voir, sans que ça change radicalement leur vie pour toujours, mais en tout cas, qui sont mobilisés et généreux, quoi. Bon, en tout cas, je fais rien de tout ça, c'est honteux en moi, mais je me plains pas de Reims, en tout cas. J'entends quand même, avant tout, des gens se plaindre de la ville dans laquelle ils vivent. Ça me fait toujours bizarre, mais bon, pourquoi pas. Oui, autant changer, c'est pour se plaindre. C'est mieux, il fera plus beau en plus si on va ailleurs. C'est en 2018 la ville la plus ensoleillée du Nord. C'est une stat que je ressors souvent, mais il fait pas si moche à Reims. Oui, mais tout est dans la ville la plus ensoleillée du Nord. Oui, mais le Nord, c'est au-dessus de Lyon, au Nord. Une chose à reprocher à Reims. Arnaud Robinet n'écoute pas le podcast, donc... Je viens de dire que je me plaignais pas. Non, à améliorer alors, si tu préfères. Après, peut ne rien avoir. Non. Vous avez vraiment pensé que je suis obsédée par les trottoirs. C'est ce qui m'a frappé en arrivant, c'est qu'il y a beaucoup de crottes de chiens, je trouve. Oui. Plus qu'à Paris. C'est vrai. Là, c'est un appel lancé. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sacs. Généralement, tu as des endroits où tu peux avoir des sacs, en fait. Moi, j'ai vu des gens prendre les petits sacs pour les chiens là, et jeter le sac par terre. Ah oui, d'accord. C'est un concept. C'est absurde. Ouais. Ça, c'est une question d'irrespect. De toute façon, ça passe par ça, mais par plein d'autres choses. Alors, vous ne sortez pas beaucoup, mais je vais quand même vous poser cette question. Est-ce que vous avez de bonnes adresses à recommander à Reims ou aux alentours? Bédérama. Bah oui, j'en suis sûr. J'aurais dû dire. J'aurais dû dire en dehors de Bédérama, la belle image. Non, mais c'est très bien, vous pouvez, mais Bédérama, la belle image. Très bien. Est-ce que vous avez une initiative ou un projet rémois à mettre en avant, une association, un artiste, un auteur? Non, mais j'ai une histoire marrante à raconter. Vas-y. Il n'y a pas longtemps, à Reims, on a fêté les 79 ans de la Libération. Donc, il y avait on m'avait demandé d'amener l'exposition de Madeleine Riffaut. Donc, c'était à fin août. Donc, je la prends, moi je suis en short et tout. Je vais à la mairie, j'apporte l'expo. Je rencontre la directrice culturelle de Reims. Bonjour, on s'est déjà vu, c'est sympa, ouais, très bien. Je lui laisse l'expo. Et puis, quelques jours plus tard, j'ai un appel de quelqu'un de la mairie qui me dit « Bah, t'es où ?» Bah, je dis « Je suis chez Madeleine Riffaut à Paris, pourquoi ?» Bah, t'es pas à la cérémonie ? Bah, quelle cérémonie ? Bah, là où il y a ton expo. Bah non, pourquoi on m'a pas invité ? Comment ça, on t'a pas invité ? Bah non, on a dû me prendre pour un livreur. Donc voilà, dans Reims, j'ai une tête de livreur d'exposition, mais visiblement, j'ai pas une tête d'auteur. Mais ça me va très bien, je suis tranquille comme ça. Oui, au moins, tu passes incognito. Je passe tout à fait incognito partout, tout va bien. T'es pas obligé de signer des autographes. Et, ouais. Moi aussi, c'est mon quotidien. Voilà.
je passe incognito. Pauline, tu passes incognito dans Reims? Oui, c'est très bien. Est-ce que vous avez un projet, une étude dont vous voudriez parler? C'est plus la question précédente, pour le coup. Oui, pardon. Non, pas de souci. Ça va se recouper. Hein, du coup, voilà, mais c'est pas ce que j'évoquais au chemin vert. Hein, Agathe a vu plusieurs représentations aussi de la compagnie Tendre et la Nuit, qui est le nouveau nom de la compagnie de Rémi Barcher, qui a beaucoup travaillé à la comédie, tout ça, qui a proposé pas mal de spectacles, et qui a totalement refondé sa compagnie pour en faire, pour proposer des formes en dehors des grosses institutions, enfin, s'y connaissaient jusqu'à présent, pour jouer uniquement dans Reims, autour de Reims et dans les Ardennes, puisqu'un des comédiens est originaire des Ardennes, et qui du coup, toute la compagnie fait absolument tout. Ils ont construit une buvette et ils jouent dans des formes très très légères, pour des lieux non dédiés, donc en dehors des salles de spectacle, avec un principe de participation libre. Donc dans l'idée, vraiment d'avoir des soirées théâtrales plus que des spectacles, des moments où se rassembler, passer. Mais peut-être qu'Agathe t'en parlera mieux que moi. Mais oh non, mais c'est juste parce qu'il faut quand même prendre le temps de citer Pierre, notre petit Pierre, et de dire la participation libre, oui. C'est pour que ce soit plus démocratique. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Et les premiers projets qui ont été proposés, du coup, ça a été à Reims, à Quartier Libre et au Chemin Vert, là, jusqu'à il y a pas très longtemps, qui étaient 2 portraits d'acteurs, de jeunes acteurs, Alan et Valentin, 2 anciens étudiants à l'école de la Comédie de Reims. C'est là-bas que Rémi les a rencontrés. Et on est 3 autoristes dans la compagnie. On écrit chacun des portraits des acteurs de la compagnie. Donc moi, j'ai écrit celui de Valentin et Marcos Carames Blanco, celui d'Alan. Et c'est un projet qui a pour vocation de continuer à s'inscrire dans le territoire, de rester au plus proche du public qui se constitue petit à petit, et pour des implantations longues aussi, pour faire des séries. Là, il serait 3 semaines au Chemin Vert, dans l'idée de passer du temps dans les lieux, de passer du temps avec les gens qui les accueillent, avec les gens qui vivent là, et de toucher le plus de personnes possible, et pas les habitués, en fait, pas les habitués du théâtre, mais parfois des gens qu'il faut un peu pousser ou encourager à venir. Ça se passe très bien. C'est vraiment un projet qui est porté avec beaucoup de cœur et avec peu de concessions politiques. Ça, vous voyez, qui est aussi militant. Donc ça tient à cœur de le défendre ici. C'est un projet qui est résistant. Oui, c'est ça aussi qui est important. Ça fait le lien. Oui, et le pari est vraiment gagné, parce qu'effectivement, c'est un spectacle que j'ai vu dans sa toute première représentation au mois de juillet à Châtivelle, à la Maison des Châtivelle. Mais c'était une première représentation particulièrement dense et explosive, puisque unique en plus. Et après, quand je l'ai revu à Quartier Libre, c'est un spectacle qui est en mouvance, en mouvement, qui est en perpétuelle amélioration. Chaque représentation est vraiment unique en son genre, mais elles sont ultra percutantes. Et c'est vrai que le pari est vraiment gagné, parce que le public se déplace, et le public se déplace pour être vraiment en jauge super réduite. C'est ça qui est très intéressant, et disposé autour des comédiens. Les comédiens jouent au centre du public. Et donc de remettre au sens propre le théâtre au centre du public, c'est ça qui me touche beaucoup aussi dans ce projet. Je n'ai jamais été aussi proche du théâtre qu'en allant voir les spectacles de Tendre et la Nuit. Et je n'ai pas vu que Alan et Valentin, puisque j'ai vu aussi le cabaret de Valentin et Juliette. Il y a quelque chose, on touche à une générosité sublimée. Je suis conquise, vraiment, et j'ai tellement hâte, je suis tellement curieuse de voir ce qu'ils nous réservent pour l'avenir, et j'ai tellement hâte de suivre leur travail. Vraiment. Et puis c'est vraiment pensé comme des moments, quoi. Enfin, on parlait de la buvette, tout ça, et de Pierre, qui est le fils de Rémi, qui a la billetterie ici avec nous. Mais c'est les acteurs, les auteurs. Enfin, donc nous, quand on est là, qui tenons la buvette, qui accueillons les gens, qui déchirons les billets. Enfin, et les acteurs, ils passent de la scène au bar, quoi. Enfin, ils préparent les croque-monsieur, ils servent la soupe. Enfin, voilà. Il y a un retour à l'essentiel, pour de vrai.
c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui, parce que c'est vrai que quand je suis venue voir le cabaret de Valentin et Juliette, c'était un dimanche après-midi où j'étais pas en forme parce que je vivais des trucs qui étaient pas drôles. Et quand je suis repartie, j'ai été requinquée pour plusieurs jours et je me dis c'est à ça aussi que ça sert d'être entre nous et d'être juste bien et de faire circuler ces énergies qui n'ont que vocation à nous relier, quoi, à nous relier entre nous et à nous relier à nous-mêmes. Vraiment, j'adore ce type de projet qui revient à l'essentiel. Et puis, puis après, on arrête, hein, c'est promis. Vas-y. C'est des gens qui reviennent plusieurs fois. Enfin, c'est pas... pour revoir les portraits et pour repasser la soirée en compagnie de l'équipe, quoi. En tout cas, moi, je viendrai parce que maintenant, je sais qu'il y a des croque-monsieur. Ouais, ils sont très bons. C'est un deal, je serai là. Et toi, est-ce que tu as des projets JD? Enfin, des projets... Je sais pas, prendre Si le tu train, dois en citer qu'un, parce qu'il y en a beaucoup en cours. sans doute. Non, dans Reims, pas... Alors, pas forcément dans Reims, ton actu, tes projets. C'est les BD qui vont sortir. Il y en a plein, mais la plus importante, je pense, c'est quand même le tome 3. Bon, on parle pas du Manouchian, mais le tome 3 de la Madeleine Résistante, là, qui sortira le 23 août, le jour même des 100 ans de Madeleine. D'accord. Et 2 jours avant la libération de Paris, qui sera le 25 août, d'un album qui parle de la libération de Paris et qui se termine par Madeleine qui se rend compte, après avoir pris un train et fait 80 prisonniers, que c'est le jour de ses 20 ans. Et l'album sortira exactement 80 ans après. Donc voilà, je pense que ça, c'est mon plus important, la chose la plus importante sur laquelle on est en train de travailler maintenant. Et puis sinon, il y a plein de choses qui sont en train de se concrétiser, mais celui-là, c'est le... J'allais dire, il n'y a pas qu'une seule BD qui va sortir cette année. Non. Mais je sais jamais ce qui va sortir, en fait. Oui, toi, t'écris, après, place... Il y en a que j'ai fini, que j'ai pas fini, il y en a qui sont reportés, je sais pas trop. Mais le Madeleine, c'est sûr que pour moi, pour Madeleine, pour Dominique, le dessinateur, pour Héloïse, pour tout le monde, c'est important. Ouais. Bon, ça y est, on y est à la fin de l'émission. Merci infiniment déjà d'avoir accepté cette invitation. Merci d'être là. Merci à vous d'avoir écouté Bocal. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous en notre compagnie. Merci également Agathe de m'avoir soutenu, épaulé, accompagné dans cette émission. Si ça vous a plu, parlez de Bocal autour de vous, partagez le podcast. Si ça ne vous a pas plu, partagez-le à des gens que vous n'aimez pas. N'oubliez pas de suivre Bocal sur Instagram, donc Bocal Reims avec un K, pour prolonger l'aventure avec nous. Ne rien manquer de l'actualité culturelle rémoise et des concours. C'est tout pour aujourd'hui et surtout, n'oubliez pas de rester curieux. Reims donne à ceux qui le veulent bien. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, comme on dit à Reims. Oui. Et merci beaucoup pour ce moment très sympa. Merci à vous.